Alors, la question aujourd'hui, est-ce que vous avez à côtoyer des gens prétentieux, parce que vous pensez que ça peut vous nuire en quelque part? Parce que quelqu'un de prétentieux, Pierre, il va pas laisser les autres respirer. C'est pas nécessairement conscient, tout ça. Ouais. Ça peut l'être, par exemple. Mais pas nécessairement, tu as raison. Et j'irais même plus loin. Est-ce que le fait d'être prétentieux, ça a un sexe? Est-ce que c'est davantage féminin que masculin? Parce que je me suis rendu compte, après ma réflexion ce matin, je me suis rendu compte que les 3 cas que j'avais retenus pour illustrer ou pour s'interroger sur l'attitude prétentieuse, c'était 3 femmes. Moi, mais Pierre... Est-ce que c'est un hasard? C'est peut-être un hasard, parce qu'il y a plus de femmes dans toutes les fonctions visibles, mais il y a des hommes qui étaient prétentieux. Il y a des hommes qui étaient prétentieux, qui faisaient sentir les autres comme du menu fretin. Est-ce qu'on ne confond pas ambitieux et vaniteux? C'est pour ça, dans le sens, dans le dictionnaire que j'ai consulté, prétentieux allait pour les 2 cas. Allait pour ambitieux, légitime, et allait pour vaniteux. Oui. Alors, du côté de la vanité, je me demande... Oh, mais c'est parce que j'ai une image. Oui. C'est certain que ça va peut-être... En tout cas, on retombe dans la religion. Mais Pierre, tu sais, le baise-main. Oui. Il y avait une forme, en tout cas... Peut-être qu'il y avait des êtres très bons là-dedans, mais dans le décorum, tu sais, le baise-main des cardinaux et tout ça. Bon, moi, je vois ça comme une forme de prétention et t'assois les autres. Tu confirmes ce que je dis. Bon, alors, les hommes en robe pouvaient s'avérer extrêmement vaniteux, comme les femmes. T'as raison. Et vous avez mentionné... T'amènes l'exemple d'un féminisé, t'amènes l'exemple d'un homme en robe. Vous avez mentionné tantôt, Pierre, des gens qui sont très éduqués, des gens qui ont des gros diplômes. Oui. Est-ce que ça peut tourner en prétention à un moment donné? Est-ce que nous ne sommes pas exposés à côtoyer de plus en plus de personnes vaniteuses avec la féminisation d'un paquet de professions? Question se pose. Mais se cacher derrière une instruction, homme ou femme, se cacher derrière une instruction pour mettre les autres à genoux. Parce que c'est pas ça l'instruction. Mais il me semble que plus tu es instruit, tu es universitaire ou tu as un cégep, mais tu es capable d'argumenter, tu as une culture générale, ça te donne pas le droit d'écrabouiller les autres. Ça te donne d'autres arguments, peut-être plus d'armes pour aller plus loin dans la réflexion, mais ça devrait pas servir à asservir. Ouais. Parce que la prétention, Pierre, tu t'arroges un point, tu t'arroges une position, puis tu le défends. Derrière cette espèce d'écran-là de prétention, les gens n'osent pas t'approcher. C'est là que ça devient compliqué parfois d'échanger parce que il y a des définitions, certains mots, certains concepts peuvent être définis de façon paradoxale, de façon contraire. Oui. Et le plus bel exemple, c'est être prétentieux. Alors, être prétentieux ou prétendre, ça peut être très légitime et très sain, comme ça peut être très vaniteux et malsain. Parce que si tu dis « je prétends », je pense que ça laisse une... Tu sais, c'est ta vision à toi, puis tu dis, peut-être, ça sous-entend que tu vas considérer le point de vue de d'autres. N'est-ce pas? Je prétends que, tandis que la prétention, c'est t'assois les autres. C'est ça que je pense, puis tu prends ton trou. Mon argument à moi a du poids, le tien, et rien. Alors, c'est pour ça que lorsqu'on voit dans le journal un qualificatif comme Michael Jean et Lafont sont 2 prétentieux, tel qu'affirmé par Langto. Pierre, on doit couper. Pierre, je m'excuse, on a un bulletin spécial. Le centre de l'information. Il avait démissionné. Quelqu'un qui démissionne, habituellement, c'est pas pour se représenter. C'est évident. OK. Alors, ça y est, on l'a eu en première. C'est bien. Alors est-ce qu'on va parler à Evelyne tout de suite? Oui. On parle de la prétention, parce que ça peut nuire de fréquenter des gens prétentieux. Bonjour, Evelyne. Oui, bonjour. Bonjour, Evelyne. Je suis un petit peu nerveuse, parce que c'est la première fois que j'appelle. Bienvenue. J'ai écouté votre question, puis j'ai déjà écouté l'émission. Puis moi, je me pose la question, c'est quoi la différence entre un être prétentieux et un pervers narcissique? Versus un pervers ou un narcissique, un grand narcissique. Non, parce que, excusez-moi, docteur Maillot, mais c'est parce que Marie-France Hérigouillenne, elle a sorti un livre, ça s'appelle Les pervers narcissiques, là, justement, là. Puis, parce que elle, c'est la première qui dénonce, qui met des mots sur les gens qui, justement, en détruisent d'autres pour atteindre un certain pouvoir puis une certaine notoriété. Oui, c'est vrai qu'il y a un lien entre la prétention puis le narcissisme, pourrait en tout cas. En tout cas, puis elle a ajouté le mot pervers. Oui. Alors pourquoi ajouter le qualificatif pervers à narcissique? Parce que pervers, ça veut dire que tu utilises les autres comme des objets.
Narcissique, ça veut dire que tu es vraiment centré sur ta personne. Fait qu'en étant centré... Je croyais... Non, le narcissique utilise les autres comme objet. C'est ça? Ben oui. Puis pervers, ça veut dire quoi? Ben, je sais pas. Faudrait lui demander. Là, mais c'est pour ça que je vois pas... C'est ce qu'a décrit M. Maillot. Demandez pas. Alors, c'est sa façon de définir ces concepts-là. Et peut-être, pour ne pas rater son coup, rajoute le mot pervers pour être bien sûr que ce n'est pas interprété dans un sens sain, mais bien malsain. Oui. Peut-être, je sais pas. Écoute, j'ai pas lu son... Oui, mais le narcissisme, à quelque part, on est tous un peu narcissiques. Ben non. Je veux dire, tout le monde a besoin de se sentir important. Narcisse, qu'est-ce qu'il a fait, Narcisse? Qu'est-ce qu'il noyé faisait? dans son image. Bon, écoutez, c'est pas tout le monde qui est prêt à aller se noyer dans son image, là. Être narcissique, là, c'est un méchant travers. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que ça tient de la pathologie, Pierre? En psychiatrie, on tient ça pour, hein? Ouais, écoute, c'est une caractéristique non souhaitable, là. Quelqu'un qui est narcissique, là, aïe. C'est une personnalité narcissique, c'est tannant. Ils sont pas vivables. Les autres autour d'eux sont rien, Pierre? C'est ça, là. Oui. C'est une opinion. Alors, c'est probablement que si on essayait de mettre des comparatifs, hautain, vaniteux, narcissique, ça se ressemble. C'est dans le même jardin. Ben, c'est ça. Et Evelyne, ça rime à quelque chose de personnel, donc. Oui, parce que moi, il y a des gens dans une vie qui peuvent t'aider à cheminer, mais il y en a d'autres qui peuvent te démolir. Oui. Et entre autres, des pervers narcissiques. Je veux dire... particulièrement dans l'intimité conjugale. Oui, particulièrement. Mais ça a des répercussions un peu partout dans le reste de notre vie, là. Oui. Et je sais pas, je regarde la société d'aujourd'hui qui est axée sur le je, moi et moi, je. En tout cas, c'est peut-être pas narcissique, là, mais c'est pas loin. Mais pourquoi vous dites, qu'est-ce que vous fait dire que la société d'aujourd'hui est axée sur le je, moi? Racontez-nous ça. Pour être bien vu, il faut avoir un titre, il faut avoir une certaine maison, un certain standing de vie. Sinon, on te regarde comme en voulant dire, t'as pas réussi. Mais ça a toujours été ça. Dans mon patelin, moi, quand j'ai grandi, oui. L'économie a quand même changé, là. Les tire-flancs, les flancs mous, là, puis les sans-cœurs étaient très mal vus quand j'étais jeune. Puis ils étaient pointés du doigt. Il y a seulement les handicapés, puis les infirmes et les pauvres d'esprit qui étaient respectés. Les autres, ils se faisaient brasser pas mal fort. Est-ce que vous considérez que les gens qui ont été victimes de ces narcissiques-là, ce sont des faibles, en tout cas des moindres d'esprit? Non, c'est pas ça. Parce que être une victime, Dr. Maillot, c'est pas un choix qu'on fait, là. C'est quelque chose qu'on subit. Oui. Et dans la société qu'on vit, il n'y a pas personne qui a tous le même QI. Mais on a tous un cœur. Oui. Non. Il y a beaucoup, entre autres parmi les femmes, il y a un paquet de femmes sans cœur, je peux vous le garantir. J'ai aucun doute là-dessus. Il y a beaucoup d'auditrices qui pourraient en témoigner cet après-midi. J'ai aucun doute là-dessus, mais je pense pas que ce soit ça le sujet. Parce que le sujet, c'est que, est-ce qu'il y a des gens prétentieux? Oui, il y en a beaucoup. De plus en plus, parce que là, peut-être que la société favorise l'éclatement de ces gens-là. OK, c'est ça votre questionnement? Oui. Oui, votre interrogation. Oui. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est le paraître plus que l'être. Et on a juste à regarder ce qui se passe autour de nous. Qu'est-ce qui vous permet de dire que le paraître plus que l'être, c'est comme ça aujourd'hui? C'est autour de vous, Monsieur Maillot. Ben oui, mais écoutez, quand j'étais jeune, la parade des bonnes femmes le dimanche avec le chapeau à l'église, vous avez jamais vu ça, vous? C'est quoi le rapport? Ben, vous parlez du paraître plus que l'être. Ouais. C'était épouvantable, le paraître, à cette époque-là. Oui, mais aujourd'hui, c'est à plus grande échelle. Comme on dit, les circonstances ça, vous avez raison, mais je suis loin d'être convaincu de cette assertion-là. Et ça donnerait un message que l'individu est plus important que le tout, c'est... Et voilà, vous avez compris, madame. Vous avez compris? Et que le narcissisme est en train de prendre une grande expansion. Puis comme vous dites, Dr. Maillot, c'est des vaniteux. Ça fait qu'on s'en va vers une société de plus en plus vaniteuse. Expliquez-vous un peu plus. L'individu est plus important que le tout. Et expliquez-vous là-dessus, là. Ça n'a pas de sens, ça, tel que dit. Le je oui. est de plus en plus important au détriment des autres.
Parce qu'aujourd'hui, on peut... Attendez un peu. Au détriment des autres. Ben oui, aujourd'hui, on peut s'autosuffire. Pardon? On peut se... C'est pas ça. Le Québec est même pas capable de se nourrir. Ben voyons donc. Il est même pas capable de produire les céréales pour manger. Mais dans quelle Il est même région pas capable de vous habitez? produire la viande qu'il mange. Dans quelle région Parce vous qu'on habitez? importe. On importe. Ben, on importe de l'Ouest, les céréales de l'Ouest, monsieur. On exporte aussi, puis on en jette. Pardon? On en jette aussi, nous autres, au Canada. On en La seule jette. affaire qu'on exporte, c'est du porc. Oh, plus que ça. Ouais, quoi d'autre en agriculture? On importe plus qu'on exporte actuellement. Écoute, Puis on juste importe au de l'agneau, Québec. on importe du bœuf, on importe des céréales. Oui, mais on en À jette. part le lait et le beurre, là. Mais comment vous expliquez que le monde jette beaucoup, puis qu'on récupère? Mais il y a une chose que vous soulevez, Evelyne. Vous dites, bon, tu sais, l'individu est plus important que le tout. Non, Puis on parle de détriment, mais j'espère que Pierre, l'individu est c'est plus ça. important que le tout, C'est là. ça, parce qu'en psychologie, Hey. Pierre, on tend vers ça. L'autoréférence, tu sens, qu'est-ce que tu ressens toi, puis c'est important qu'il en soit ainsi. Non, Mais- Evelyne, j'ai Ça l'impression... fait des gens vaniteux, madame. J'ai l'impression que vous confondez l'évolution de l'individu avec l'évolution de la collectivité. Vous savez, le processus d'individualisation, c'est loin d'être narcissique, c'est très sain et très bon. Oui. Alors, c'est le contraire de l'esprit de troupeau que malheureusement, on avait beaucoup trop au Québec. Alors, Oui, on mais évolue faut trouver sainement. l'équilibre entre les deux, cher monsieur. Pardon? Faut trouver l'équilibre entre Non, les mais deux. l'esprit de troupeau, ça, c'est jamais c'est bon pas pour bon. personne Puis dans l'esprit aucune... de jeu, c'est pas bon non plus. Pardon? Mais juste savoir ce qu'on pense chacun individuellement, puis reconnaître nos émotions, nos sentiments, ça c'est important, parce que C'est sinon on n'a pas important. d'existence. Il y a une phrase que je retiens de vous, et ça, si c'est tel est le cas, là, on a un problème. Si le jeu se développe au détriment des autres qui l'entourent, Oui. on a un problème. Oui. Oui, oui. Mais si le jeu se développe dans le respect des autres, c'est bingo, c'est l'évolution. Est-ce que vous trouvez que le jeu, est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup de respect quand les enfants tuent leurs parents, les parents tuent les enfants? Ben, voyons. Est-ce que vous trouvez que le jeu est valorisant? Ben là, Mais on pourrait- Evelyne, encore un bon bout de réflexion à faire, là. Hey, c'est pas tous les jours qu'il y a des meurtres, des assassinats, des matricides, puis des... Ah... OK, alors est-ce que le fait de valoriser le jeu, Pierre, l'individu, ça crée pas des gens plus prétentieux, ou bien si ça crée pas des gens plus équilibrés? C'est une bonne question, Janine. J'étais en train, pendant la pause, de regarder la presse de ce matin, et Isabelle Maréchal affirme, on lui prête les propos suivants, les journalistes ont une vision assez prétentieuse du journalisme et des téléspectateurs. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Ben, Je le sais pas, tu comprends? oui. C'est bien beau, tu dis souvent, Janine, communiquons, échangeons. Pour se Mais comprendre. À partir du moment où on utilise des mots qui peuvent avoir un sens contraire, dépendamment des individus ou du dictionnaire, ben là, on s'en va où? Tu sais, elle veut dire quoi, Isabelle, quand elle dit ça? Les journalistes ont une vision assez prétentieuse du journalisme et des téléspectateurs. Alors, si on n'a pas la personne devant soi pour lui dire qu'est-ce que tu veux dire, ben là, je ne sais pas. Je peux lui prêter à peu près n'importe quel propos. Elle s'est fait brasser. Effectivement, ça peut être pris de toutes sortes de façons. Elle s'est fait brasser. Elle est journaliste depuis des années. Puis elle Oui. s'en va du côté de l'animation. Regarde, Alors, elle a été traitée elle-même de... Comprends-tu? Elle est descendue de son piédestal pour aller vers l'animation. Est-ce qu'elle veut dire que les journalistes sont hautains par rapport au journalisme et par rapport aux téléspectateurs? Je sais pas. Peut-être. Mais Je sais pas. C'est ça. Et on le voit par le premier appel d'Evelyne. C'est pas évident, parce que lorsque tu commences à parler de gens prétentieux, ben, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Puis là, embarque le narcissisme pervers. On se ramasse où avec tous ces concepts-là? On va voir où... Chacun en invente, puis là, l'autre, elle, rigolienne, elle écrit un livre, puis narcissique, c'est passé. C'est pervers narcissique, moi, que j'amène. Mais c'est au détriment. Puis c'est là qu'elle introduisait tantôt, la dame, au détriment des autres. Tu sais, tu t'arroges des... des qualités, puis tu l'utilises contre les autres. À ce moment-là, c'est pervers. En tout cas, on va voir ce qu'Anne en pense. Bonjour, Anne. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Écoutez, moi, mon conjoint avait une expression quand il parlait de gens prétentieux. Il disait toujours, cette personne-là, elle est imbue d'elle-même. Dans ce temps-là, c'est parce qu'il voulait parler de quelqu'un qui avait un gros ego.
Ma définition à moi, c'est surtout une personne qui va s'attribuer des qualités, des compétences ou un prestige qu'elle n'a pas. Puis une personne aussi qui va avoir le don de centrer l'attention sur elle-même, quitte à dénigrer tout ce qu'il y a autour. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui se comporte comme ça. Tu vas téléphoner à cette personne-là, elle va être intéressée que par elle-même, ses choses à elle, ce qu'elle fait, ses enfants. C'est plein chez les femmes. C'est ton petit univers, là. Oui. Puis toi, quand tu arrives pour amener tes choses, là, ça, là, c'est vraiment pas important à ce moment-là, là. Elle va t'écouter une demi-seconde, puis elle repart sur ses histoires à elle. Largement répandu chez la femme québécoise, malheureusement. Bien, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Vous faites bien de le dire, c'est un fait. C'est l'exemple que vous avez. Ah oui, bon. Tout à fait. Et puis, dans le plein cas de femmes comme ça au Québec. Oui, dans le cas de Michael Jean, là, j'apprécie beaucoup cette personne-là. J'ai de la misère à dire qu'elle est prétentieuse, mais par contre, je sais pas, c'est peut-être pas mieux, mais moi j'ai le goût de parler peut-être d'opportunisme, ou encore, je me demande si elle n'a pas été manipulée d'une certaine façon, là. Quand on lui a offert ce poste-là, moi je peux pas croire que les gens ne savaient pas, ne connaissaient pas les allégeances politiques de son conjoint. Quand vous dites opportunisme... Ça m'étonnerait que ce soit pas dessus, non? Oui, mais elle a des visées humanistes. OK, elle veut aider. Et en se servant de ce poste-là, elle a l'impression, en tout cas c'est dans les premières déclarations qu'elle a faites, qu'elle pourrait aider davantage. Ça a l'air de partir dans cette direction-là pour elle. Elle justifie d'avoir accepté ce poste-là pour ça. Mais là, on est en train de dévier un petit peu le débat, parce que j'entendais ce midi, là, on parle plus tellement d'allégeance politique. Il y a Denis Laferrière, lui, qui a amené le fait que les Haïtiens allaient être très déçus. Puis là, il en fait une histoire un petit peu encore d'ethnie ou choses comme ça. Oui. Moi, je suis pas tellement d'accord avec ça. Je trouve qu'on vient fausser l'affaire. Les gens qui s'opposent à ça en ont plutôt contre les allégeances politiques. Je vais vous faire sourire un peu, mais c'est un peu comme si on avait nommé la conjointe de Pierre Falardeau gouverneur général. C'est que si véritablement son conjoint avait ces allégeances-là et tout, c'est certain qu'il y a plein de personnes qui sont en mesure de se poser des questions aussi, là, que c'est légitime de le faire. Très bonne réflexion, Anne. Écoutez, Lorsqu'on commence à réfléchir sur l'être humain, c'est bon. J'aime ça, une vision ouverte comme ça. Moi, c'est pour ça que ce midi... Au lieu de fermer le discours, l'ouvrir. Moi, ce midi, quand on entendait Denis Laferrière parler de déception du peuple haïtien et tout ça, là, je me disais, on va encore soulever la problématique du Québec qui ouvre pas la porte aux ethnies puis qui s'oppose à ce qu'une femme de race noire occupe ce poste-là, alors que c'est pas ça du tout l'affaire. Puis il y a une interprétation aussi qui est intéressante dans le même sens un petit peu que ce que vous dites, Anne. Pierre, il y a quelqu'un qui a dit c'est parachuté tout ça, au sens où ça va diviser. Ça va diviser les Québécois, ça va diviser les Haïtiens qui sont ici depuis 25 ans, ils sont Québécois. Alors là, ça relance, toi t'es de cette couleur-là, donc comment t'appelles ça, diviser pour mieux régner? Oui, tout à fait. Oui. C'est ce que j'étais pour vous dire. Puis en tout cas, c'est sûr que votre tribune, disons, normalement, on fait pas de politique, là. Mais moi, j'oserais même ajouter que je pense que Paul Martin savait. Puis lui, il trouve son compte là-dedans, là, à voir les Québécois se diviser. On a beaucoup savouré les propos de Jacques Parizeau en 95, hein. Ça a fait la manchette longtemps. L'argent et les ethnies. Bien sûr, bien sûr. Puis là, ça commençait tout juste à se calmer et voilà que ça recommence. Mais en tout cas, je ne veux pas m'étendre longtemps là-dessus parce que je sais que la tribune n'a pas... Mais revenons à nos moutons. S'attribuer des qualités qu'on n'a pas. Oui. Par contre, vous savez, dans le mot prétentieux, le dictionnaire le dit. Oui, prétendre. C'est-à-dire ambition légitime, désir ambitieux. Oui. Et ça, c'est bon, parce que là où on est touché au Québec, c'est par le désir ambitieux. Oui, mais on peut... C'est très mal vu. La religion catholique voyait d'un très mauvais œil les hommes ambitieux, parce que les femmes étaient très peu ambitieuses. Elles se reproduisaient comme des lapines au Québec. Pendant ce temps-là, il y a des hommes qui ambitionnaient des postes. Et c'était mal vu, particulièrement d'ambitionner s'enrichir. C'était mal vu. Oui. Ah, ça fait partie de notre sous-culture, ça, dans notre tribu. C'est un héritage qui est moins joli, par exemple. Oui, c'est un héritage, ça.
Oui, puis, oui, encore maintenant, souvent la réussite est mal vue aussi, est mal perçue, hein. Ça, c'est... Et c'est pas parce que tu réussis que tu es prétentieux. Bien, tout à fait. Attendez, ça dépend comment vous vous définissez. Dans le sens négatif. Prétendre à l'enrichissement, prétendre à la richesse. Oui. Prétendre dans le sens de aspirer. Yes, madame, aspirer. Mais prétentieux dans le sens que, t'en mets plein la vue, mais en réalité, ce n'est que feu de paille. Chère Anne, je vous ferai remarquer que sur le plan linguistique, prétentieux, c'est l'adjectif qui va avec prétendre. Avec prétendre. Alors, nous avons prétendre, prétention et prétentieux. Oui. Il faudrait pas que prétentieux devienne le contraire de prétendre. Parce que là, on aurait un sacrement de problème linguistique. Et on l'a. Nous l'avons. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut préciser, Pierre. Ça vous agace quand je dis communiquons, exprimons-nous. Ce matin, je disais, il y a quelqu'un qui a affirmé en quelque part, la communication non verbale, extrêmement importante, 90% d'un échange. Wow. Je pense qu'à un moment donné, là, je regardais ça ce matin et je me disais, ouais, je pense qu'on va revenir à des clins d'œil, petites tapotes. C'est ça, t'as fié juste aux gestes, puis je veux dire, ça va pas loin, là. Faut préciser les mots, puis avec les mots, il y a des mots qui ont 2, 3, puis 4 sens. C'est pour ça, Janine, quand t'arrives des fois, tu dis, oui, mais s'il communiquait, tu sais. S'il s'expliquait. Janine, tu prends, oui. Dans bien des cas, tu commences un échange verbal et le bordel prend. Oui. Si tu n'as pas la patience et la diligence de définir les concepts au fur et à mesure que tu les utilises, le chiard va pogner. Mais oui, tu patauges en mauvaise interprétation. Merci beaucoup, Anne. Alors, je redonne les numéros de téléphone. On parle de la prétention aujourd'hui. 790-0224, 1-800-667-5241. OK. Est-ce que le fait d'apporter de l'importance au jeu, à l'individu, avec la psychologie, Pierre, vous le faites, vous ramenez continuellement l'être à lui-même, est-ce que ça ne crée pas des prétentieux? Absolument pas. Jamais la connaissance, une connaissance de soi accrue va augmenter une attitude vaniteuse. Jamais. Alors ce n'est pas on appelle ça se diriger vers l'humilité, c'est-à-dire être capable de se reconnaître à sa juste valeur, quelque valeur qu'elle soit. Mm-hmm. Mais vous allez reconnaître avec moi que c'est souvent ce qui est pointé du doigt. Oui, c'est le retourne-toi vers toi, puis vois toi, qu'est-ce qui se passe en toi. Ça. Mais c'est vrai que ça peut ouvrir la porte à beaucoup d'humilité, ça, parce que tu dis, j'ai une vision du monde qui n'est pas celle de l'autre. Je dois vivre comme ça, je suis comme ça. C'est ça. Les brillants doivent se considérer brillants et les nonos reconnaître qu'ils le sont. Bon, ceci étant dit, Anne, tout à l'heure, a affirmé ou a répété un cliché largement répandu dans la tribu, et c'est le suivant. Elle a parlé de personnes qui étaient imbues d'elles-mêmes, qui avaient des gros égos. C'est faux. Une personne qui est imbue d'elle-même a un très petit égo. J'ai hâte qu'on réalise ça, là, chez nous, là. Tellement petit qu'elle n'a pas de place pour d'autres à l'intérieur d'elle-même. Alors, c'est une inférieure. Alors, quelqu'un qui est très imbu d'elle-même est une personne profondément insécure, qui se connaît très peu ou qui se considère inférieure. Et dans bien des cas, elle l'est. Alors, ce n'est pas un signe de gros égo. Alors, Pierre, on va voir tout de suite ce qu'en pense Denis. Bonjour, Denis. Oui, bonjour. Bonjour, Denis. Bonjour. Alors, Janine, j'aimerais souligner votre gentillesse lorsqu'on vous écoute. Puis Pierre Mailloux, vous, c'est toujours agréable d'entendre vos propos. Et oui. Ça nous aide à progresser. Bon, moi, j'apporte un sujet sur la prétention. Je regardais l'enquête Gomery. Je voyais le juge Gomery. Il avait la prétention d'être capable de faire le travail qu'il faisait. Oui. Il avait la compétence, il avait le calme, et il nous rassurait. Écoutez, il est devenu une vedette, il ne faut pas se le cacher. Bel exemple. C'est un individu qui a prétendu être capable d'assumer sa job. Exactement. Et il a démontré. Il est à la hauteur. Oui. Par contre, on a eu la chance, on peut appeler ça une chance, en même temps, d'avoir des gens qui passaient comme témoins là-dedans.
et puis qui avait la prétention d'être au-dessus de tout le monde. Ah, vous avez les deux côtés de la définition, Denis. Un très bel exemple. J'aurais dû y penser. Moi, je me rappelle de Jean Pelletier, entre autres, notre ex-premier ministre. Écoutez, je ne veux pas faire de politique, parce que si on parle de Jean Rochon puis de M. Bouchard, là, ces gars-là, ils décidaient pour nous autres qu'est-ce qu'ils savaient qui était bon, après qu'ils avaient été élus pour faire un certain mandat. Mais après ça, il y avait la prétention de savoir ce qu'ils pouvaient faire pour nous autres. C'est eux qui savaient qui avait la vérité. Oui. Puis moi, ça me frustre, ces gens-là. Ça me frustre. Oui. Le manque de respect à ses semblables. Ça, c'est mon opinion. C'est très bien. C'est un bel exemple. Dans une situation que tout le monde, à peu près tout le monde a connue, là, le juge Gomery et Jean Pelletier. Alors, les deux semblent de prétentieux. Oui. J'avais le goût de le dire. Oui, puis vous avez saprement bien fait. C'est dans la même séquence, on avait les deux côtés de la définition de prétentieux ou prétendre. Oui. Alors, un était vaniteux et hautain, et l'autre se connaissait bien, était sûr d'être capable d'être à la hauteur, et il l'était. Dans un cas, ça nous mène loin, de suivre ces gens-là, puis dans l'autre cas, ça nous mène bas. On est mieux de pas suivre. Oui. Dangereux. Merci, c'était mon excellent. Merci, Denis. Bien dit. Belle contribution. Alors, je redonne les numéros de téléphone. Connaissez-vous des gens prétentieux? Dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Du terme 790-0224, 1-800-667-5241. Puis si ça pouvait se raccrocher à des expériences personnelles, Pierre, pour illustrer, pour une fois, bon. Pour une fois, j'aimerais ça que nos linguistes qui sont à l'écoute se fassent aller et nous appellent. Pour nous dire comment se fait-il que dans la langue française, on a réussi à attribuer un adjectif péjoratif à un concept extrêmement précieux comme prétendre. Oui. Et comment se fait-il que ça a chiré comme ça? Le blanc et le noir. Le verbe prétendre, je prétends que je suis capable de faire la job. T'es un prétentieux. Mais peut-être que tu as raison, que tu es capable de faire la job. Ben oui. À ce moment-là, tu auras prétendu dans le bon sens. C'est ça que les linguistes nous éclairent, là. Oui. Alors, on parle de la prétention aujourd'hui. Est-ce que le fait de valoriser l'individu crée des prétentieux ou des gens qui sont plus équilibrés, tiens? Et si on extensionnait ça aux enfants, les parents qui valorisent leurs enfants, vont-ils créer des prétentieux, des orgueilleux, des vaniteux, comme dans le temps de la Sainte Église catholique? La Sainte Église catholique prohibait le fait de féliciter un enfant parce qu'il pouvait devenir orgueilleux. C'est ça. Vaniteux, prétentieux. Alors, ça faisait des écrasés à la place. Oui, pendant ce temps-là. Des enfants souffrants. Oui, qui n'avaient pas confiance en eux. Et pendant ce temps-là, que faisaient les mères le dimanche dans l'église? Elles se pavanaient comme de petits paons. Ça existait-tu dans ton coin, ça, Janine? Il y a juste moi qui ai vu ça, cette niaiserie-là. Donc, c'est typique. La fête d'une époque. Les chapeaux, non, ça a été raconté. Non, mais elle allait se pavaner à l'église le dimanche. C'était raconté par mes parents. Qui disaient justement ça. Ben voyons. Les petits bébés à la messe, là, les petits chapeaux. T'as pas été témoin de ça, le pavanage des bonnes femmes à la messe le dimanche? Pas de chapeau, moi j'ai pas connu ça. Ben, je me souviens qu'on allait à l'église, moi porte pas les femmes, elles n'étaient pas tenues de porter des chapeaux. Suis-je à ce point devenu senior? Que je ne puis partager mes expériences personnelles avec mon entourage? Mais justement, c'est la sagesse qui fait qu'on peut partager davantage sans être prétentieux. Ce n'est par quoi? L'âge apporte une certaine sagesse en principe. Juste moi qui étais témoin de ça, ces maudites niaiseries-là, à tous les dimanches. C'est-tu mon fun? Je regardais le monde qui se regardait. Oui. Je trouvais ça fascinant. C'était supposé, les mangeuses de balus étaient supposées aller là pour manger de la balus. Et ce qu'elle faisait, c'est qu'elle se dévisageait pendant 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie de temps. Ça se regardait, M. Bialet communier, puis là, ça se dévisageait. Mais ça avait l'air de la sortie mondaine. C'est la seule sortie de la semaine où on pouvait voir les autres. Aujourd'hui, on a ça dans les journaux. Quand les artistes sortent, on les photographie, puis on montre ça à tout le monde. As-tu vu la belle robe? As-tu vu comment c'était laid? Comment se fait-il que la vanité n'avait qu'un sexe? Je sais pas, Pierre. Tous les hommes étaient habillés pareil? Les bonnes femmes, monsieur, l'originalité, puis on se pavane, puis on se fait aller le derrière. Dans l'église, en plus. C'était joli. À ce moment-là, les boules étaient défendues. Ils n'avaient pas le droit d'aller... ils pouvaient pas les communier en se montrant les boules.
Mais il se faisait aller le derrière, par exemple. Ça brossait, vous voyez, derrière, clic et clic, monsieur. Qu'est-ce que vous regardiez quand vous alliez à l'église? Les derrières de bonnes femmes. Ah, c'est ça. Quand j'étais jeune, j'étais vicieux, je regardais ça. Alors, on parle à Nancy. Bonjour, Nancy. Oui, bonjour. C'est la première fois que j'appelle. Je veux vous féliciter pour votre émission. Merci, bienvenue, Nancy. Vous dire que je vous aime beaucoup aussi, que c'est très intéressant votre programme. Moi, personnellement, les prétentieux, j'ai rien contre. Il y a une grande différence à faire, je pense, avec les prétentieux et les vaniteux. Je pense que de prétendre qu'on est capable de faire ci ou ça, les gens ne devraient pas envier ça parce que, regarde, je vais le faire, si je me plante, ça sera à ton tour. Tu sais, il y a toujours, faut toujours qu'il y ait une tête forte pour prendre les devants à faire quelque chose. Cette personne-là se fait souvent voir comme, le prétentieux va le faire. Ça, je trouve qu'il y a une nuance à faire. Oui. Puis, où est-ce que moi, je vis de la vanité des gens par rapport à mon métier. On me regarde de bas parce que je suis une préposée aux bénéficiaires. Oui. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, moi, je m'occupe de personnes âgées, tu sais. Tu torches des culs. Vous sentez un Je me dédain. fais souvent dire ça. Un peu sérieuse. Souvent, tu torches des culs. Et est-ce que Il y a ce même sont... déjà- Attendez, Nancy, allez pas trop vite. Est-ce qu'il y a déjà un homme qui vous a dit ça? Non, c'est des femmes. Est-ce qu'il y a déjà un homme qui vous a dit ça? Non, jamais. Janine? Jamais. Là-dessus, M. trouves pas ça bizarre? je dois être d'accord avec vous. Tu trouves pas ça bizarre, ce qu'elle vient de dire? Comment ça se fait que les femmes au Québec fument pareil mépris? C'est méprisant, là. Je sais pas, parce que est-ce que ce serait les mêmes sentiments qu'on a pour des mères qui restent à la maison et qui élèvent leurs enfants? Les C'est pas la femmes même sont chose. d'un mépris entre elles qui est inacceptable. Ah oui. Parce que Puis préposer même, aux bénéficiaires, on en a drôlement besoin, hein? Ah oui, je pense que le personnel compétent dans les soins de la santé, je pense que la population est mieux de s'attacher à titre parce que ça va être de l'or en barre, les gens compétents. Ce qu'on voit, là, c'est pas toujours drôle. Ça fait que des fois, quand même qu'il y a une infirmière, une supérieure à moi qui est là, les patients me demandent toujours que ce soit moi qui s'en occupe. Tu sais, ça, Est-ce que vous avez la délicatesse et le respect? Oui, oui, tu sais, je catine pas, je materne pas. Il y a des gens qui C'est bon, c'est bon ce que vous dites là. Vous prenez soin, par exemple. Oui, prendre J'ai beaucoup soin de respect. sans infantiliser, sans catiner, C'est ça. sans Ben là, diminuer l'autre. Ben là, quand tu catines pas puis tu m'attends pas comme toutes les autres font parce qu'ils ont pas de respect, ben là, hey, t'es rough. Ben non, je suis pas rough, mais merci, bonsoir, oui, je réponds aux besoins avec un sourire et gentillesse et respect d'attitude. C'est mon travail. Est-ce que vous avez pris l'habitude de crier dans les oreilles des personnes âgées? Jamais. Vous savez pourquoi je dis ça, Nancy? Hein? Ben, ils sont pas tous sourds. C'est vrai, on arrive d'une chambre en criant super fort, on a l'impression qu'ils nous entendront pas alors que c'est pas le cas. C'est incroyable. On parle à l'oreille, ils vont nous entendre. C'est ça. Tu sais, c'est des choses qu'on voit régulièrement. Ça m'a assez frappé dans les hôpitaux, moi, le nombre de personnes qui, quand ils entraient, le nombre de femmes, d'infirmières, qui, lorsqu'elles entraient dans une chambre d'une personne âgée, haussaient le ton, puis en plus, elles ont des voix criardes. Hey, c'est-tu fatigant? C'est parce qu'on prend pour acquis que les personnes âgées sont sourdes, mais c'est ça. Ouais. Elles ne le sont pas toutes. Petite madame! Ben non, elle crie pas si bol, elle est pas nécessairement petite, puis elle est pas nécessairement sourde. C'est ça. Ah non, ça, il y a beaucoup de manque de respect. Il y a aussi, je me demande, Doc Mayou, je me demande comment ça se fait encore que dans les hôpitaux, ça je comprends, parce que c'est monsieur tout le monde, il y a un roulement de patients, mais dans des centres d'accueil, des centres d'hébergement de longue durée, les patients sont là jusqu'à la fin de leur vie, généralement, tu sais. Oui. Comment ça se fait que les préposés sont pas encore capables d'assister à un plan de soins? C'est qui traite le patient? C'est pas l'infirmière, c'est la préposée. Non, OK. Pratiquement, là, Nancy, ça veut dire quoi? C'est un plan de... Un plan de soins, une intervention, ça qu'ils vont faire avec le médecin, le psychologue, un patient qui a un problème de comportement, ils vont faire un comité multi qui appelle. Mais les préposés, là, hey, faut même pas se mettre le nez dans la porte parce que là, c'est l'insulte. Et pourtant, vous donnez des soins directs, vous Et aussi. pourtant, c'est strictement les préposés. L'infirmière est là, mais elle va donner les pilules, elle va faire les traitements, elle va s'occuper de la famille. Ce que vous venez de décrire est un problème de femme que je relierais à la hiérarchie. Purement et uniquement à la vanité féminine. Ouais, ben ça, c'est plate, vous faites bien de le dire, et c'est inacceptable parce que dans bien des cas, ça va être une limite, des limitations physiques, ça va être de l'incontinence urinaire, et si le préposé au bénéficiaire ne fait pas partie du plan de soins, qui est le plan de match, c'est-à-dire c'est le plan de l'approche
à cette personne-là, c'est inacceptable. Et vous savez, je suis très à l'aise de dénoncer la vanité féminine au Québec. Elle a toujours existé. Elle est aussi pire que jamais. Il n'y a plus de chapeau, mais écoute, ça n'a rien changé. Et c'est important qu'on se le dise. Les femmes vaniteuses, on va vous le dire. J'ai amené en début d'émission 3 exemples. J'ai amené 3 exemples. Je ne sais pas si ce sont des vaniteuses ou pas, mais je trouve ça intéressant de nous poser la question. Mais Nancy, elle nous dit qu'on lève le nez sur elle parce qu'elle est préposée. OK? Si on met ça, là, très simple, on lève le nez. C'est ça. Vanité, prétention. Le levage de nez de bonne femme au Québec, on va arrêter ça. Je vais vous donner un autre exemple aussi. Quelque chose un vécu personnel. Il y a une amie de mon copain. Puis, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, ta nouvelle blonde? C'est une préposée aux bénéficiaires. Ouais, tu régresses. Oh. Parce que elle, qui était son ancienne copine, était nutritionniste. Au même salaire que moi, imaginez-vous donc. C'est le titre. J'ai trouvé ça tellement insultant. Je me dis un jour, là, cette fille-là, c'est une fille comme moi qui va aller changer sa couche. Nancy. Hein? Nancy. Vous savez, la susceptibilité féminine, on en parle trop peu. La vanité féminine, on en parle trop peu. L'ex-ami. Oui. L'ex-ami de votre partenaire, ça a été sa façon d'exprimer son fiel envers vous. Ouais. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on comprend l'attitude qu'on doit l'accepter. Non. C'est pour ça que je dis, et je répète, on n'éduque pas les fillettes au Québec. C'est ça. On présume que la fillette est débordante de vertu et saura se comporter plus tard parce qu'elle ne donne pas des coups de poing sur la gueule. Ils donnent pas de coups de poing sur la gueule, mais ils peuvent être détestables, les maudites, comme ça se peut pas. Ils sont capables d'arracher des bons morceaux, les femmes, mais c'est pour ça que votre émission est très, très importante. OK. Merci, Nancy. Vous êtes fine d'avoir appelé. Au revoir. C'est vraiment ça. Janine, oui. Beau son de cloche. Oui. J'aime ça. Grounded. Et on parle à Benoît. Bonjour, Benoît. Est-ce que... C'est Monique, je m'excuse, Monique. Oui, bonjour à vous. Bonjour, Monique. Bonjour, Monique. Alors, la prétention, c'est un sujet intéressant, hein? Prétention du verbe prétendre, évidemment. Mais si on divise le mot prétendre en 2, ça fait pré-tendre. Donc, on tend à l'avance vers quelque chose qu'on n'a pas pour l'instant. Oui. Alors, on peut tendre vers un poste qu'on croit pouvoir faire. Ça, c'est dans le bon côté du mot prétentieux. Ou on peut tendre vers des qualités qu'on ne possède pas encore et que probablement qu'on ne possédera jamais. Alors, à ce moment-là, c'est dans le côté péjoratif. C'est moins bon. Alors, c'est à peu près ça. On a beaucoup d'exemples de prétention au Québec. Entre autres... Mayou. Pardon? Mayou. Non, Mayou, non. Moi, je pense pas. C'est sûr que des fois, vous êtes de mauvaise humeur, ça se sent, tout de suite. Oui, mais ça s'entend aussi, hein? C'est pas grave, c'est normal. Nous autres aussi, des fois, on n'est pas contents. Mais, comme par exemple, Mme Michaëlle Jean. Je crois pas que c'est une prétentieuse dans le mauvais sens du mot. Non. On lui a offert le poste, elle a réfléchi longuement. Puis elle s'est dit, peut-être que je pourrais améliorer le poste en faisant ça, en allant du côté humain. Ça, c'est dans le bon sens du mot prétentieux. Oui. Mais je crois que les articles de salissage n'ont pas employé dans ce sens-là. Je crois qu'ils voulaient plutôt dire une ambitieuse. Parce que si on regarde sur Internet, dans Cyberpresse, les opinions, on la traite de fraîchier, puis c'est épouvantable, en tout cas. Bon, des exemples de prétention. Le gouvernement péquiste. Je veux dire, ça, c'est prétendre que les Québécois seraient supérieurs aux Canadiens dans tous les sens. Et que si on devenait un pays, nous, les élus de je sais pas qui, là, on serait tellement mieux. Au détriment de tous les gens qui, peut-être, piqueraient du nez bien raide, là. Ils s'en foutent. Ça, c'est le jeu qui prend le dessus. Le jeu qui prend le dessus, c'est les femmes qui vont travailler en mettant leurs enfants à la garderie à 3 mois. Ils s'en foutent de leurs enfants. C'est le jeu d'abord. Le me, myself and I. La société de consommation, les cartes de crédit qui sont endettées, les faillites sans arrêt, ça c'est encore le jeu. Les syndiqués qui veulent des augmentations folles, ils s'en foutent. Que c'est la population qui va payer pour ça? Le jeu. Eux sont la crème de la société, sont des fonctionnaires. Mais ils en ont jamais assez. Ils s'en foutent que tout le monde va être endetté avec leur grève. Ils s'en foutent que s'ils réussissent à gagner, tout le monde va payer pour eux. Ça, là, c'est la prétention dans le pire des termes. On est un peuple de prétentieux dans le mauvais sens du terme.
on a quelques rares bons prétentieux, dans le bon sens. Et puis, c'est décevant. C'est vraiment décevant. Puis, vous savez, la dame qui a dit tantôt, si ça avait été Mme Falardeau, la femme... C'était-tu assez bon, ça, la conjointe de Pierre Falardeau? Oui, ils ont dit, ben là, oui, c'est inquiétant, ce serait inquiétant. Vous savez quoi? Ce serait, si ça avait été la femme de Pierre Falardeau, et que la campagne de salissage était venue des Québécois fédéralistes, ça aurait été justifié. Mais non, ça vient des pareils comme Falardeau. Alors on voit bien que c'est pas la raison. Ce n'est pas la raison. La raison, c'est que eux, ils ont nommé patriote au Québec un Haïtien, pensant avoir le vote haïtien. Puis monsieur Martin, lui, il en met une Haïtienne gouverneur général. Alors, ils viennent comme d'annuler leur geste, ils sont en tabac. Ils sont pas contents. Alors, parce que, dans le fond, ils ont Gilles Duceppe à la Chambre des communes. Ils devraient être contents si jamais elle était souverainiste, qu'elle n'est pas. Ils devraient être contents d'avoir quelqu'un de leur bord à rideau hall. Alors, on voit bien que c'est pas là-dessus qu'il y en a. Si c'était les fédéralistes qui disaient ça, on dirait, ben oui, il y en a là-dessus. Non! C'est des purs de durs qui la salissent. Mais continuez avec votre analyse, de psychologie appliquée là, de l'attitude prétentieuse. C'est pas mal bon, votre réflexion, Monique, j'aime ça. Oui. Merci beaucoup, Monique. Oui, ben ça me fait plaisir. Merci beaucoup. C'est bon, ça. Lever le nez sur quelqu'un, Pierre, est-ce que c'est de la prétention? Ben, ça dépend sur qui. Sur un crotté, lever le nez sur un crotté. Depuis quand qu'on lève pas le nez sur un tas de merde? Tu sais, quand même, là. Allô? Mais ça pourrait être une expression qu'on utilise. Tu sais, pour qui tu te prends pour lever le nez sur moi? Parce que je suis pas dans la même échelle salariale, hiérarchique. Pourquoi? Alors, 790-0224... Mépriser un être méprisable, c'est correct. C'est légitime. Mais en mépriser un, c'est pas méprisable. Aux enfants à mépriser le méprisable et à respecter le respectable. Et le respectable n'est pas respectable, Pierre, que parce qu'il a un bon salaire, puis parce qu'il est dans la hiérarchie, tu sais, bien placé. On l'a vu avec le scandale des commandites. Méchante gang de crosseurs. On va respecter ça, ces êtres-là? Je pense pas. Hein? Je pense pas. Les petits gens et compagnie, là, on va respecter ça? Alors, on va à l'opinion de Benoît. Les maudits menteurs, ça ment comme ça respire. Benoît. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Benoît. Monsieur Maillot, vous avez parlé tantôt de... Vous demandez pourquoi être prétentieux, c'est si négatif, c'est si péjoratif. J'ai une petite idée là-dessus. Moi, j'étais surdoué dès la maternelle. Je connaissais tous mes chiffres et mes lettres à la maternelle. En première année, j'ai eu 98% au primaire, alors 5-6 ans. Je réussissais dans des domaines que d'autres ne s'essayaient même pas. Oui. J'ai été différent toute ma vie, je le suis encore. Je me considère comme un génie et ça en dérange certains. Moi, si vous l'êtes, mon pauvre ami... moi, ça me dérange plus. Puis, oui, monsieur, j'en suis un. Je le constate. Je sais des choses. Des fois, je me surprends de réussir. C'est que je prends des leçons de ça. Ça se peut-tu que les gens méprisent justement la réussite? Oui, c'est culturel au Québec. Ils savent, c'est ça. Eux, ils savent qu'ils valent moins que d'autres. Puis, je sais pas, mais ils sont comme jaloux. Et au Québec, on a une culture de mépris envers ceux qui nous sont supérieurs. Supérieurs pour X raisons. Meilleurs en musique, meilleurs en talent, meilleurs en quotient intellectuel, meilleurs en richesse, meilleurs en 56 affaires. Et ces enfants-là, à l'école, ils sont mis de côté. Ben, disons que je suis meilleur dans 50 de ces 56 affaires-là, on s'entend-tu là-dessus? Oui, il y a des êtres, là. J'ai connu une couple d'avocats qui étaient des génies. Je me fais dire que je devrais pas avoir la job que j'ai là, puis ainsi de suite. En tout cas, ça se peut-tu que... attendez un peu, j'avais marqué ça sur une feuille. J'ai rencontré des ticounes dans ma profession. Et, écoute, je devrais pas faire de la radio. Ça n'a pas de bon sens. Je n'ai pas d'affaires là. C'était pas à moi, cette job-là. Une couple d'années, M. Maillot, je vous ai enlevé de là avec un coup de pied dans le derrière. Moi, mais là, vous allez plus du mieux, je trouve. Je pense que les compétences prennent le dessus sur sur l'intolérance des morons qui nous entourent. Mais je vous comprends, par exemple. Ça se peut-tu qu'en pétant plus haut que le trou, en se disant je suis capable de faire quelque chose, va faire en sorte que je vais être capable, puisque moi, je vais l'essayer. Alors que l'autre à côté, qui je suis pas capable de faire ça, il l'essaye pas. Puis c'est une façon de grandir. Je pense que je serais capable de faire ça, mais je dis pas que je pourrais faire un astronaute demain matin. Non, mais attendez un petit peu, là, Benoît. C'est important ce que vous venez de mentionner. Vous savez, l'individu qui essaie
qui s'essaie à réaliser quelque chose pour laquelle il n'a pas le talent, il va nécessairement échouer. Et ça va être un échec de plus qu'il va accumuler. Vous savez, l'exercice qu'on essaie de faire, que j'essaie de faire avec beaucoup de personnes, de les aider à réaliser, à bien être conscients de leur eux-mêmes, de leurs talents, de leurs aptitudes, ce n'est pas facultatif. Parce que si quelqu'un n'est pas bien conscient de ses capacités, il va se casser la gueule. Et à chaque fois, il va y rester moins dedans. Ouais, il faut qu'il y ait beaucoup de dents en partant. Oui. Parce que des fois, des dents, ils peuvent t'en repousser plutôt que t'en perdre. Oui. Quand tu fais un bon coup. Alors, ce qui arrive, c'est qu'au Québec, on a une culture où on nie le talent et les capacités individuelles. On dit à tout le monde, il s'agit de vouloir pour être capable. Et là, ça se pète les dents aller-retour. Je me fais dire souvent que je réussis tout ce que j'entreprends. Oui. Et quelqu'un m'a fait comprendre il n'y a pas longtemps, c'est sûr, tu entreprends juste des choses que tu es sûr que tu vas réussir. Bon, peut-être des choses qui vous attirent aussi. C'est pas nécessairement vrai. C'est que vous pressentez. À un moment donné, il y a un pressenti là-dedans. Alors, les individus qui ont un talent, par exemple, il y a des individus qui ont un talent en musique. Et ils vont prendre des cours avancés en musique parce qu'ils sentent qu'ils vont être capables de dépasser leur niveau. Ils peuvent se tromper, mais le pressenti est important. Et ça commence très tôt. Ça fait partie de l'éducation de la marmaille. D'essayer d'aider les enfants à se découvrir et à jauger eux-mêmes leur pressenti. Comprenez-vous ce que je sais dire? Je ne sais pas si c'est bien articulé, là. Je dois avoir une maudite tête de cochon parce que j'ai pas été aidé dans ma famille beaucoup. Mon père m'a laissé des outils beaucoup. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un an, vous avez traité mon père de moron. Vous avez bien raison, là. Il est mort, ça fait 15 ans, puis moi, ça m'insultait pas du tout. Je le savais de toute façon. Mais il m'a laissé perdre certains de ses outils dans le gazon. Il retrouvait des tournevis rouillés. Je mangeais pas de lac pour ça. Mais j'ai jamais eu de compliment, rien. Mais j'avais une maudite tête de cochon pareil pour le savoir moi-même que j'étais meilleur que l'autre petit con à côté qui lui est encore... Ça se pressent. À un moment donné, lorsque on permet à un enfant de se regarder un petit peu et de se comparer aux autres, à un moment donné, l'enfant le pressent, comprenez-vous? Il s'évalue en rapport avec les autres. Si on prend un enfant élevé seul sur une île, il ne peut pas se comparer. Mais c'est bien important, ça, l'élément que vous amenez. Habituer les enfants à se regarder. C'est pour ça que les notes scolaires sont importantes. Habituer les enfants à se regarder et à se jauger entre eux. L'école, c'était une platitude de ne pas savoir. Vous étiez plus vite que ce qu'on vous enseignait. Ben là, 98% en première année, en enrichi au secondaire, c'est des matières plates qui ne me serviront jamais. En tout cas, c'est... Oh non, la société, voyez-vous, la société actuelle, entre autres, le système d'éducation, n'est singulièrement pas fait pour les enfants brillants. Là, ils ont découvert le Gugus international, là, dans certaines écoles publiques, puis ils se sont aperçus que les enfants, ils ont réalisé que les enfants brillants faisaient davantage de drop-out, drapaient plus que les autres. C'est une espèce de burn-out pour jeunes. Désabusés. Ils s'ennuient. Ils s'ennuient mortellement à l'école. S'ennuient. L'ennui. S'emmerde. J'ai passé mon année. Il y a des petits counes qui enseignent, là, les enseignants, ils comprennent même pas ça. L'enfant devient dans la lune parce qu'il s'emmerde. Ou bien, il regarde autour et il placote. Oui, c'est ça. Puis sur la note, sur les notes académiques, j'avais des A, puis le comportement, j'avais des E. J'essayais de m'amuser, puis à gauche puis à droite, plutôt que... Hey, c'est long, 1 heure, là, quand tu comptes en 5 minutes. Les 55 autres minutes, là, c'est long en 6 heures. On peut passer à autre chose. Oui, puis il faut que le professeur soit assez rapide, justement, pour nourrir. Demandez à un petit gars de rester tranquille 55 minutes après qu'il ait compris quelque chose. C'est long. Puis là, tu vois, là, le petit casse en avant qui répète, qui radote, puis qui répète, puis qui radote. Puis là, t'as chaud, puis les sueurs, monsieur, puis tu viens de tanner, puis t'as mal aux fesses. Puis t'as hâte au vendredi, puis t'as hâte au 23 juin. Oui. Je les comprends, hein. Je les comprends à crime, les petits jeunes qui veulent sortir d'école aujourd'hui. C'est pas parce que... Vous savez, quand on dit que le taux d'accrochage est composé principalement d'enfants brillants, c'est une catastrophe nationale. On pense que les enfants veulent pas étudier. J'en ai pas, mais il y en a une couple au bureau ici, justement, là. Les enfants, on est 4-5 gars dans une shop, là.
il y en a 2, 3 qui ont emmené leurs enfants. Là, il y a deux filles. Il y a un gars, je sais pas, de 12, 13, puis 2 filles de 8, 10, 12 ici, là. Ils sont en train de réparer des modules de guichets automatiques. Ça apprend vite, mais à l'école, ça va s'écœurer aux premiers 5 minutes. Ils ont compris. On peut-tu passer à autre chose? Oui. Ouais. Mais oui, mais là, on fait quoi avec le reste de la classe? On fait quoi avec ces brillants-là? On les isole? Puis là, vous fabriquez ça. Pourquoi c'est dangereux? Ben oui, c'est dangereux plus tard, parce que comment on va faire avec les moutons s'il y a une élite parallèle? Si on les comment va faire pas? le PQ avec une élite parallèle? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, le PQ? Ils se sont nommés une certaine élite avec Jean Rochon, Pauline Marois. Ils se sont nommés gouvernement, mais il y a quand même, il demeure une élite parallèle. Si on les encadre pas, c'est Bush qui va venir les chercher. C'est en plein ça. J'ai mentionné hier, on a eu un courriel, vous avez entendu hier? Écoute, un doctorat en microbiologie, là. Oui, qui s'en va aux Et États-Unis. en informatique, il faisait une recherche pour le fumage. Oui, vous aviez dit, on écrème on écrème nos bols. Oui, oui. Puis ils s'en vont ailleurs. Oui. Oui. Mais il y en a quelques-uns qui reviennent. J'en ai rencontré une couple qui avait fait des études postdoctorales à Boston. C'était au bout. En tout cas, j'ai passé des dîners absolument extraordinaires. Demandez-moi pas ce que j'ai mangé, mais c'était absolument délectable de les écouter. Et ils sont revenus au Québec, c'est ça dont vous parliez? Après des études postdoctorales. Il y avait un doctorat plus les études après le doctorat. C'était fascinant. Puis là, on parlait du cerveau. Mais est-ce qu'ils ont pu travailler dans leur domaine ici? Oui, ça commence. Donc, à Ottawa. Tu sais, Benoît, un gros merci. Bye, Benoît. Ça met en perspective autre chose. Il y a des gens qui sont talentueux, ils sont pas prétentieux, ils sont extrêmement talentueux. Ils sont bons. Bon, c'est ça. Mais pourquoi? Là, on va les taxer d'être prétentieux, ceux-là. Ceux qui ont des mémoires phénoménales, qui ont des arguments, ils réussissent tout ce qu'ils entreprennent, comme Benoît dit. Eux aussi, ils peuvent passer dans le sac des prétentieux alors qu'ils ne sont pas. Ils sont talentueux. On parle des prétentieux, des prétentieuses, on parle de gens qui lèvent le nez sur d'autres. Bon, puis dans des situations, Pierre, où vous dites, tu lèves le nez sur quelqu'un, mais il vaut pas la peine. Parce que pour toutes sortes de raisons, c'est un malfaiteur, c'est ci, c'est ça. Lever la peine sur quelqu'un qui n'est pas à ton niveau hiérarchique, c'est une autre affaire, là. On a un vice, ça, c'est du dédain. Oui, on a un vice éducationnel au Québec où on nous a appris à ne pas discriminer l'ivraie du bon grain. Il y a des très bonnes personnes, puis il y a des crottés. Il faut habituer les enfants, il faut élever les enfants à démêler dans tout ça, dans l'engeance humaine. Il y a du très bon monde, il y a du monde moyen, puis il y a des méchants salauds, puis il y a des criminels, puis il y a des tueurs. Puis on aurait intérêt à les repérer. Oui. Alors on parle à Francine. Bonjour Francine. Bonjour. Bonjour Francine. Bonjour. Moi, je veux vous féliciter pour votre programme, c'est très intéressant. Et puis, je veux dire au docteur Mailloux, là, vous n'êtes pas le seul à avoir vu la parade des chapeaux. Je me souviens de ça, puis j'ai seulement 54 ans. Bon, merci. Je suis élevée avec des sœurs. Donc, jusqu'à la 8e année, j'ai toujours été à l'école avec des sœurs. Et puis les religieuses, eux, ils n'étaient pas vaniteuses, mais je vous dis qu'on pouvait pas faire ce qu'on voulait. C'était pas valiteux. Nous, il fallait être humiliés, mais eux avaient toujours leur belle coiffe, là, tout bien, mais nous, ils nous mettaient un petit Kleenex à la tête avec des bottes épines pour aller à l'église. Parce qu'il fallait avoir la tête couverte. Je trouvais ça tellement ridicule. Aujourd'hui, je me demande comment ça se fait qu'on s'est laissé embarquer dans ces choses-là. C'est impensable. L'esprit de troupeau. Mais vous savez... C'est qu'on essayait de casser les caractères individuels. C'est pour ça que tout à l'heure, la première appelante m'a beaucoup intrigué et inquiété, Evelyne. Parce que, vous savez, peut-être qu'elle n'a pas connu ce qu'est être élevé en troupeau. C'est très grave. Et il y a une répression collective qui se faisait au Québec, qui se fait encore. Ça a passé, par exemple, de la religion catholique au PQ, puis des histoires comme ça, et maintenant, c'est à des groupes. Là, il y a des groupes de pression, les groupes d'éthique, puis la Ligue des Mouktouk, puis la Ligue des ci, puis la Ligue des ça. Mais il y a beaucoup de répression. Ah oui, c'est assez terrible. Vous avez vécu, vous, la répression, vous savez qu'est-ce que c'est? Oui, avec les religieuses, j'étais pensionnaire aussi, là, avec les religieuses.
Puis c'est tout pareil, mais eux autres avaient droit à tout, mais nous à rien, là. Puis ils se disaient très charitables, mais la petite fille qui avait un défaut de langue ou n'importe quoi de physique ou qui était un petit peu à part des autres, un peu pas comme les autres, celle-là, il te la dénigrait, puis tu la mangeais. C'était assez méchante. Voyez-vous, j'ai été pensionnaire en communauté et je dois dire que je n'ai jamais été témoin d'aucun des reproches que vous faites. C'était des hommes, c'était des moines, et c'est incroyable le comportement exemplaire de ces hommes-là. Comment ils étaient respectueux, faisaient attention. J'en ai jamais entendu un seul. D'abord, premièrement, il n'y en a jamais un seul qui a levé le doigt sur un élève. Puis j'ai été 7 ans pensionnaire. Vous étiez des grands gars, là. Non, mais au début, on était des petits culs. On rentrait là en élément latin. On avait 12 ans. Oui. On rentrait là à 12 ans. Et on n'était pas gros. Il y en a plusieurs. J'étais pas gros. Il y en a qui à 12 ans étaient assez grands, mais moi, j'étais minuscule à 12 ans. Et jamais j'ai été témoin d'une seule taloche. Ben les religieuses... Et le dénigrement, les mots dénigrants, jamais une seule fois j'ai été témoin. Mais Francine, est-ce que c'était pour enseigner l'humilité, toutes ces affaires-là? Non, l'humiliation ne mène jamais à l'humilité. Je disais toujours que c'était dans leur... ils rapportaient tout le temps ça à Dieu puis à leur religion, là. Ça, c'est sûr, là. T'es pas fine, le bon Dieu va pleurer, peut-être. Bon, il exploitait la sensibilité féminine des fillettes. Oui. Puis il les brassait aussi. Arrêtez donc. Il nous prenait par les épaules physiquement, il nous brassait. Je me rappelle ma petite brassée parce que j'étais pas mal tannante. Puis des fois, mais attendez un peu, vous là. Vous aviez quel âge lorsque vous étiez pensionnaire? J'avais 12 ans. J'étais en secondaire 1, comme en secondaire 1 maintenant, là, la 8e année. Il y a 12 ans, il vous brassait? Ah oui. Et j'ai vu une fille se faire fendre la tête sur le bord du tableau parce que la sœur, elle l'a pognée par une épaule et elle l'a lancée. Ben voyons. Elle s'est fendue la tête, ça saignait. J'avais tellement peur quand cette sœur-là rentrait dans la classe. Oh. Elle enseignait l'anglais, je sais pas, j'ai jamais appris l'anglais de ma vie. En tout cas. Est-ce que les religieuses faisaient du sport? Oui, on en faisait. Est-ce que les religieuses faisaient du sport? Je ne sais pas. Ils devaient faire... Non, mais si vous le savez pas, ils en faisaient pas. Nous autres, les moines faisaient du sport avec les élèves. Ça jouait au hockey, ça jouait à balle. Écoutez, en dehors des cours, là, Francine a dit qu'il lançait les élèves. Ils étaient dans la cour de récréation, en dehors de leurs activités de prière. Non, ils faisaient du sport. Ils lançaient les élèves, c'est vrai, mais c'était le seul sport qu'ils faisaient, probablement. Ben, voyons. Il était assez bien pris, puis il était bien nourri, puis il n'y avait pas de problème. Mais c'était difficile. Dans quel coin du Québec, ça, Francine? Dans Montréal. Non. À Montréal. À Montréal même. Un couvent Fabrice-Rachel. Mais c'est pas... c'est des religieux. Et vous avez été combien d'années pensionnaire? J'étais 1 an. Ah, seulement 1 an. Parce que j'ai tellement chiolé. Est-ce que c'était à votre demande que vous étiez pensionnaire? Non, ma mère, elle avait eu un dernier bébé à l'âge de 39 ans. Oui. Et puis moi, comme j'étais la plus vieille... j'avais 14 ans, en fin de compte. J'avais 14 ans. Et puis, comme j'étais la plus vieille, puis bon, ça s'est débarrassé un peu. Elle dit, bon, elle est tannante. On va la placer pour 1 an, on va avoir la paix. Pourquoi vous étiez tannante? Pardon? Ça fait 2 fois que vous dites ça, Francine. Comment vous pouviez être tannante? C'est quoi, vous vous exprimiez plus que les autres? C'était quoi pour eux autres une fille tannante? J'avais toujours mon mot à dire. Et puis, après moi, j'avais deux frères. Mais je jouais pas des jeux de filles, je jouais des jeux de gars, je jouais qu'eux autres. J'avais pas tellement le choix. Quand on est la plus vieille, c'est comme ça. T'es la plus vieille, t'es plus raisonnable, t'es la plus vieille, tu donnes ça à tes frères, t'es la plus vieille. S'il y a un jouet nouveau, c'est eux autres qui l'ont, ben tu leur laisses parce que t'es la plus vieille. Mais vous respectiez? Dans l'état la plus vieille. Non, vous étiez, non. Pour avoir la paix. Votre mère était pas bien contente d'avoir une fille. Votre mère n'avait pas le plus grand respect pour son enfance. Ben, le premier dites les choses comme elles sont. C'était un garçon. Pardon? Moi, je suis arrivée après ça. Oui, puis elle était très déçue d'avoir une fille. Et elle n'a jamais tellement accepté. Vous savez, il y a des femmes, faut se le dire, il y a un pourcentage de femmes au Québec qui ont détesté avoir des bébés filles. Ah, ouais. Et, ben voyons, Francine, 54 ans. On est filles chez nous. Pardon? On est trois filles chez nous. J'espère que je vous apprends rien cet après-midi. Non, je sais que... Il y a un pourcentage de femmes au Québec que les bébés filles les font suer.
Comme d'autres mères vont dire, j'ai pas le goût d'élever des garçons. Comme d'autres mères vont détester avoir des bébés garçons. Ouais. Avec les conséquences des deux côtés qui sont différentes, les conséquences négatives. Ouais. Ah ouais. Ben oui. Je sais qu'il y avait des enfants parce qu'il fallait qu'il y en ait, là. Ça n'a pas le choix, là. À cause encore de la religion, là. Hey, mais écoutez, dans ce temps-là, là, ils pouvaient pas crosser le bonhomme ou le sucer, ça n'existait pas, ça? Je pense que non. Ils étaient tombés niaiseuses, les bonnes femmes au Québec. Il aurait pu le crosser, monsieur, puis le bonhomme serait venu, puis ensuite il était tranquille. Il y en avait pas de méthode contraceptive, ça, sucer le bonhomme ou le crosser? Il y en avait peut-être qui étaient des brouillards. Ça se peut. Ça n'a jamais été beaucoup dit, mais peut-être. Allô, des brouillardiers? Pour pas devenir enceinte. Ben pour combler tout le monde. Il me semble à l'époque, là, tu sais, non? Ça se faisait pas, ça? Peut-être qu'on aura des témoignages. Francine, merci beaucoup. Bien dans sa peau, avec Janine Ross. On parle de la prétention des gens qui sont prétentieux aujourd'hui. On en parle avec Marguerite. Bonjour Marguerite. Bonjour à vous deux. Bonjour Félicitations pour votre émission. Moi, j'ai 71 ans. J'ai passé 12 ans de ma vie chez les religieuses. J'ai fait mes études chez les religieuses. Elles savaient très bien, quand arrivait des michets de la prétention chez une élève, de remettre les pendules à l'heure. Comme le docteur Mailloux disait, je n'ai jamais été, me suis jamais rendu compte, à part quelques petits grains de favoritisme, mais à part ça, c'était des femmes qui savaient où elles allaient et qui savaient où elles voulaient nous amener. On nous donnait la chance on avait la parole, on avait la chance de discuter et moi je trouvais que c'était bien dans ce temps-là. Dr Mailloux dit qu'il n'y a pas eu tellement à se plaindre, lui non plus. Pas du tout, au contraire. Durant les études. Et moi non plus. Oui, c'est ça. Et moi c'est important de le dire, parce qu'on vilipende les communautés religieuses, alors que certaines communautés ont fait un travail absolument exemplaire. Ils ont sorti le Québec d'une noirceur épouvantable en termes de manque d'instruction. Écoute, c'est pas Duplessis qui a fait ça, c'est les religieux et les religieuses. Exactement. Tu sais, Jean Lesage a récolté la Révolution tranquille. Il a rien fait, ce gros affaire-là. Non. Il a récolté, il a pas rien récolté. Et la Révolution tranquille de Jean Lesage. Mon œil, petit Jean, t'as rien fait, espèce d'ivrogne. Il prenait un coup, je l'ai vu quelques fois, puis il était bien sous. Maudit alcoolique, gros nez, gros Brendanose. Exactement. Et moi, comme vous disiez tantôt, je vous écoutais, puis on disait qu'il y avait des élèves qui, à un moment donné, après peut-être un quart d'heure, 20 minutes, s'ennuyaient à l'école. Moi, j'ai eu des religieuses qui, à un moment donné, ont fait venir mon père, puis ont dit à mon père, dans le temps, il y avait le 6e et 7e ensemble, 8e et 9e ensemble. Oui. Elles ont dit à mon père, elle perd son temps. Pourquoi elle est indisciplinée? C'est parce que elle a compris, puis elle sait plus quoi faire, là. Ouais. C'est des vrais pédagogues, puis vous avez saisi. Alors, là, elle dit à mon père, elle dit, on va la laisser faire sa 8e avec jusqu'en décembre, et après les fêtes de Noël, on la met en 9e. C'est ça, on accélère le tempo. C'est ça. Hey, vous avez 71 ans, Marguerite. Oui. Vous savez, des femmes de bon sens, il y en a toujours eu quelques-unes au Québec. C'est important de le dire. Il y en avait. Il n'avait pas gros, mais il y en avait quelques-unes. Il y en avait. Et oui. Il y en a toujours après eu. les fêtes, il avait dit à mon père, elle est habituée, c'est une première de classe, elle est habituée, elle va se forcer pour suivre le tempo des autres. Ah oui, elle va aimer ça. Alors, et pendant ce temps-là, elle va arrêter de distraire les autres. Et c'est ce qui est arrivé, Marguerite? Et quand est arrivée la période du mois de mai-juin, on a dit, on va la présenter au certificat, parce que dans le temps-là, on avait des certificats qu'on passait. On va la présenter au certificat, puis on va voir ce qu'elle va faire, mais elle suit les autres. Et j'ai passé. Oui. J'ai passé. C'est simplement mais ça. Oui. Vous savez, Marguerite, simplement, la reconnaissance de la diversité de la faune humaine. Alors, il y avait des religieux, des religieuses, des enseignantes, des professeurs de tout temps qui reconnaissaient que, contrairement à des caves actuelles du Québec, que le talent n'était pas équitablement réparti. Il y avait des très peu talentueux et des très talentueux. Puis ces personnes-là
savait qu'on ne mettait pas tout ce monde-là sur le même pied. Mais oui, il y avait une flexibilité qui reconnaissait la diversité de la faune humaine. Oh! Quel sacrilège ai-je prononcé! Les gens qui s'octroient plus d'importance qu'aux autres, les gens qu'on dit prétentieux, qui lèvent le nez sur les autres, comment on fabrique ça? Ça pourrait être une autre question de l'émission. Alors, on en parle avec Yvan. Bonjour, Monsieur Yvan. Bon après-midi, Janine. Bon après-midi, docteur. Bonjour, Yvan. Je vous souhaite une bonne saison de débat. J'ai cru comprendre que vous aimez la manière des débats de la presse. Moi aussi, d'ailleurs. Oh oui. Puis j'aime les débats TQS, puis j'aime les débats. Oui, c'est ça. J'aime aussi à l'occasion écouter l'être humain. Ouais, qui nous parle de son intériorité. Alors c'est une approche qui est très différente, c'est une découverte qui est différente. Oui, il y a un journaliste de la presse qui a salué l'importance que prennent les débats à TQS à 22h. Oui. Il n'y a pas de débat de bas de gamme, il n'y a pas de débat de haut de gamme, il y a des débats qui ont des plus grandes cotes d'écoute et ça semble être votre cas et je m'en réjouis. Ben oui, TQS a battu 2 records récemment et les 2 fois j'y étais. Ah, écoutez, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, on est là, on se fait avoir à chaque fois. Je l'haïs, je le déteste, il est directif, mais je l'écoute. Alors, il m'a eu. Mais c'est bien, c'est la communication. Ah oui, ils ont eu, il y a 3 semaines, le mercredi, ils ont eu 487 000 auditeurs au journal de fin de soirée. C'est quel sujet? Je me souviens pas quel était le sujet. C'était pas l'affaire avec Stéphane Gendron ou Carlo Molko. Je me souviens pas du sujet. Et la semaine dernière, le lundi de la semaine dernière, ils ont eu 481 000. Tu sais, quand tu frives à 1,5 million, là, 10 heures le soir, c'est beaucoup de monde. Et Yvan, aujourd'hui, pourquoi vous appelez? Ah, je vous appelle parce que le sujet a été bien amené. J'ai une formation en théologie. J'ai dû me réaligner en journalisme. Et vous avez parlé de la prétention, puis j'ai cru comprendre que c'était lié à l'article qui était paru à la presse sur les 2 prétentieux. Oui, exactement. C'est ça, il y avait un gros titre, là, de Les 2 prétentieux, tu Michael Jean et Jacques Langto. C'est Jacques Langto qui affirme ça. Et moi, je me suis dit, écoute, faut se demander, ça veut dire quoi être prétentieux? Parce que dans le mot prétentieux, il y a une contradiction épouvantable. Ça peut être ou bien une attitude très saine, très positive, ou bien une attitude malsaine, négative. Saine dans le sens où une des intervenantes dit qu'on tend vers quelque chose. Oui. Dans le sens d'ambitieux. Puis aspirer à, prétendre à, aspirer à. Malsaine, genre hautain, affecté, pas naturel. Exactement, vaniteux, affecté, vous avez tout à fait raison. Alors, je pense que ça va être intéressant d'entendre les opinions des gens, mais je pense que l'angle est bien fait, tout a été dit, là, il va rester qu'à donner des faits pour appuyer ça. Avant d'aborder peut-être son contraire, qui est une question qui me préoccupe beaucoup, l'humilité, ou j'aime pas, il est religieux ce mot-là, mais on essaiera de trouver un autre mot. Oh non, je l'aime le mot humilité. Ah, ben moi aussi. Parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui le confondent avec humiliation. Pour beaucoup de Québécois, humilité et humiliation, c'est synonyme, mais pas du tout. Pain, oui, vous avez raison. C'est épouvantable. Ouais. Ça n'a rien à voir, même si les mots sont proches. On réduit certains êtres à l'humilité par l'humiliation. Oui, puis ça là aussi, il y a encore un lien, c'est conjoint pratiquement. Oui, puis rapidement, ça serait intéressant, mais j'embarquerai pas là-dedans. Je vais juste signaler, avant d'aborder la question d'humilité, puis de donner un point de vue, vous ferez ce que vous voudrez avec ça. Celui qui a fait le titre de la lettre de Langto l'a fait pour des débats, mais au fond, il aurait dû, quand on fait un titre, on prend la pensée de l'auteur. Et quelque part dans l'article, si vous avez le temps de le relire, Doc, on présente un sujet que la journaliste a fait avec Castro et puis elle s'est acharnée à l'humilier parce que il rapporte Langto parce qu'il n'a pas voulu y accorder d'entrevue, puis finit par dire quels pauvres journalistes ont pratiqué ces 2 prétentieux-là. C'est ça que ça aurait dû être comme titre, mais heureux titre qui nous a valu ce débat aujourd'hui. J'arrive rapidement à mon sujet parce qu'il nous reste à peu près 30 secondes parce que vous faites ça court et j'aime ça court. Puis je vais le faire par respect pour le rythme de votre émission. J'ai vu 2 fois le mot humilité employé chez mon auteur favori. Le premier sens, il était associé à douceur. Je vous demande votre opinion là-dessus, douceur et humilité. Puis le deuxième sens, c'est que l'humilité consiste à faire
son job, puis à ne pas zioter celui de l'autre, et même le désirer, puis finir par abattre tous les habites. Il y a plusieurs facettes au mot humilité. Il y a plusieurs facettes. Est humble celui qui est capable de se reconnaître à sa juste valeur. Alors, la juste valeur, ça peut être une valeur très élevée, mais ça peut être une valeur très basse. Okay. Alors, à sa juste valeur. Oui, être humble, c'est se reconnaître à sa juste valeur. Donc, faire son job. Oui. Et c'est une des caractéristiques de bonne santé mentale. Ça va très loin, cette histoire-là. Okay. Parce que être capable de s'estimer à sa juste valeur, c'est une caractéristique que partagent les individus équilibrés. Équilibrés, qui ne font ni schizophrènes, ni paranoïaques. C'est ça. Ça exclut un paquet, les narcissiques. Ça exclut tout ce monde-là. OK. Et c'est seulement 20% de la population qui est équilibrée mentalement. Vous parlez souvent de l'agressivité aux élites. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de corollaire, c'est-à-dire de jalousie des élites, jalousie de ce qu'on ne peut pas faire, qui fait qu'on les abat parce qu'on ne peut pas y accéder? Écoutez, Staline, qu'est-ce qu'il a fait la première chose quand il a pris le pouvoir? Limoger les intellectuels. Vous le savez? Ils ont fait ça en Chine, la même affaire. Puis quand on dit limoger pour les auditeurs, c'est exterminer, soit envoyé en Sibérie, au goulag, ou bien simplement battu d'une balle dans le nuque. Est-ce que notre société, pour terminer, est saine, Doc? Ah, ben, beaucoup plus que la Russie et l'Union soviétique, puis beaucoup plus que Cuba. Puis plus qu'elle l'était, Pierre? Oui. Oui. Oui, mais soyons prudents, demeurons humbles et vigilants parce que... Il y a débat, puis on vous écoute à TQS notamment. Même si on veut pas. Même si on veut pas à tout prix. On se cache dans le garde-robe pour vous écouter, mais on ne dit pas à personne. Mais on est 500 000. Hey, 2,5 millions, ça commence à être gênant, là. Mais là, vous allez devenir un émissaire, Pierre. Quand vous allez à TQS, il faut mentionner que vous travaillez à CKC, par exemple, parce que là, c'est plus juste. Qu'est-ce que vous pensez? Hein? Ben là, écoute. Janine? Oui? Vois-tu, quand j'ai accepté de débattre à TQS... Oui. OK? Je l'ai fait, non pas pour des codes d'écoute, parce que j'aimais ça. J'aime ça me coltorier à l'occasion. J'aimais ça, la formule. Ça, c'est sûr, Pierre. Et à cette heure-là, tu conviendras que c'est pas une heure de grande écoute. N'est-ce pas? Ben, en tout cas, ça commence à... Mais c'est en train de devenir une heure de grosse écoute. Alors, vous nous faites la promesse, quand vous êtes à TQS, de dire que vous êtes de CKC. C'est correct, ça, c'est une entente. Ouais. Oui. On continue. On parle avec Stéphane. Bonjour, Stéphane. Bonjour, ça va bien? Oui, bonjour, Stéphane. Oui, bonjour. Moi, j'appelle au sujet du sujet d'aujourd'hui, les prétentieux puis tout. Oui. Moi, je trouve que les prétentieux, les vaniteux, les narcissiques, puis de ce que moi j'appelle les têtes enflées, comme sont très dangereux. Puis peut-être qu'ils le savent, peut-être qu'ils le savent pas, mais moi je trouve qu'ils le sont. Oui. Dans le sens que c'est le genre de personnes qui, dans leur entourage à eux autres, ils peuvent pas se permettre que quelqu'un de leur entourage soit mieux qu'eux. Parce que sinon, ça le ramène à la réalité comme... Vous avez raison. Bon point, Stéphane. Un prétentieux qui est surclassé, il Alors, perd sa place. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de monter, de s'élever sur la tête des autres. Exactement. En piétinant les autres, en rabaissant les autres. Exactement. C'est ça. Puis le problème de pourquoi c'est dangereux, c'est que quand ils rabaissent les autres, c'est l'estime de soi de la personne qui se fait rabaisser qui drop. Oui. Puis quand l'estime de soi de la personne rabaissée drop, ben le jugement drop aussi. Puis là, tout drop, là, à un moment donné, t'es rendu pas mal bas. Stéphane, si vous me permettez d'introduire une petite note supplémentaire, c'est que les prétentieux, les vaniteux, les narcissiques, ils vont dénigrer et rabaisser particulièrement ceux qui les menacent, les brillants, les doués. C'est vrai. Ils vont s'acharner davantage sur eux autres. Oui. C'est ça. Et c'est là qu'est la tragédie nationale. Oui, parce que dans le fond, si quelqu'un, un prétentieux, un vaniteux, écrase un déficient intellectuel, c'est pas chic. C'est pas chic, mais ça n'aura pas grande conséquence sur le développement de la nation. C'est ça. Mais s'il y en a le moindrement de ces maudits crosseurs-là, puis qui écrasent des individus de valeur, là, c'est tout notre développement collectif qui est remis en cause. Staline, quand il a tué l'élite intellectuelle, puis ceux qui avaient de l'allure, écoutez, il a retardé de 70 ans, maintenant on le sait, l'évolution de la Russie. Puis ils sont mal pris, là, la gang de tweets. Stéphane, vous en parlez? Cuba, c'est la même chose. Avec une ferveur personnelle. Vous avez été dans une situation comme ça? Cessez de rêver. Vincent Lecavalier accepte une offre de 4 ans avec le Lightning de Tampa Bay. L'annonce
Pierre, vous avez parlé tantôt de la nécessité d'identifier les gens avec qui on est, savoir qui ils sont. Si c'est des bonnes personnes, des moyennes personnes, des gens qui sont peu fréquentables, tu sais, vous disiez ça. Les prétentieux, pour les repérer, les vrais, là. C'est la qualité de l'échange qui va faire en sorte que... tu peux pas échanger avec quelqu'un qui est prétentieux. Un vrai de vrai? Ben non. Je vous pose une question, là. Mais non, il n'y a pas d'échange. Janine, vois-tu, je pense qu'on a avantage à reviser certaines méthodes éducatives. Entre autres, l'histoire des tinamis de la garderie. Les tinamis de la garderie ne sont pas tous des amis. Il y en a là-dedans que ça va être des personnes moyennes, puis il y en a d'autres que ça va être des ennemis. Oui? Ça commence jeune. Mais pour repérer, pour apprendre. Oui, et c'est le rôle des parents, des éducateurs, que, tu sais, quand un enfant veut pas parler à un autre parce que l'autre c'est un petit maudit méchant, puis il fesse comme tout, puis il est méchant, on respecte ça. Oui. Tu sais, de dire, OK, t'as raison de ne pas te tenir avec, il est méchant. Il peut être méchant avec toi à l'occasion. Ça va éviter. Parfait. Légitimer des réactions. Bon, et c'est même à la limite des réactions de protection. Tu t'appelles pas ça quelqu'un qui te varge dessus, c'est pas un tinami. Moi, la maudite culture des tinamis québécoises, il n'y a rien de plus infantilisant et de plus merdique que ça. C'est dégueulasse. Et j'ai hâte que les adultes qui encadrent les enfants soient un petit peu plus matures. Alors, on parle à Olivier. Bonjour, Olivier. Oui, bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour, Olivier. C'est la première fois que je vous appelle. J'aime bien votre émission, soit dit en passant. J'apprécie beaucoup les interventions que vous faites. Écoutez, par rapport à aujourd'hui, moi, j'aurais une intervention à faire, mais plutôt une question à vous poser à vous deux. Est-ce que ça se pourrait que dans la tête de bien des gens, il y ait comme une distorsion entre un individu qui est performant et un prétentieux? Je m'explique, c'est-à-dire que par jalousie, quelqu'un qui sait des choses, qui travaille fort pour les savoir, devient de facto un prétentieux. Oui, vous avez raison. Ça fait partie de la culture de la tribu, ou d'une bonne partie de la culture. C'est largement repris, ça, par beaucoup de personnes, ce que vous venez de dire. Quelqu'un qui s'exprime bien, quelqu'un qui a un excellent français, Pierre, on le regardait, on le regarde de travail. Et qui réussit, non pas juste un peu de brou, là. Tu sais, des faiseux, il y en a en masse au Québec. Mais ce qu'Olivier dit, performant. Oui. C'est pas juste quelqu'un qui s'exprime bien. C'est quelqu'un qui réalise des choses. Mais c'est un exemple, Pierre. On va classer. C'est un prétentieux. Il parle bien. Il parle trop bien. C'est un autre exemple. On s'est fait rouler par les curés. On s'est fait rouler par un paquet de faiseux qui parlaient bien. Des beaux parleurs. Non, en masse au Québec. Donc, on méprend quelqu'un qui est performant avec quelqu'un de prétentieux, puis il y aurait de l'envie là-dessous. Oui, puis plus directement, je ne sais pas si c'est valable pour vous, peut-être si je faisais... part de mon exemple à moi. Moi, j'ai 23 ans. Je viens de terminer ma maîtrise. J'ai fait ma maîtrise en 1 an, mon bac en 2 ans au lieu de 3. Je m'exprime plutôt bien. J'ai une éducation qui est particulière. Moi, j'ai été pensionnaire toute ma vie. Mes parents habitaient en région. Donc, j'ai toujours relevé les défis assez rapidement et assez bien. Mais pour un certain nombre de gens, souvent, il peut revenir dans leur bouche le fait de me traiter de prétentieux quand, au contraire, ce que je préfère dans tout ce que je fais, c'est les gens et discuter avec eux. Je pense être ouvert d'esprit. Mais si j'admets que je suis ouvert d'esprit, est-ce que j'ai la prétention d'être ouvert d'esprit et donc je deviens prétentieux? Non. Je me questionne par rapport à ce que je suis. Non, c'est un fait. C'est pas une prétention, c'est un fait. Si vous êtes capable d'être ouvert d'esprit, d'avoir une ouverture raisonnable d'esprit, puis d'être ouvert à l'autre, c'est pas une prétention, c'est un fait. Okay. Ça devient un fait à partir du moment où c'est actualisé. C'est une grande qualité. Excellent, je vous remercie d'avoir répondu à ma question. Bye, Olivier. Au revoir. Ça nous a fait plaisir. On va tout de suite au propos de... Oui, ben oui. Rita, bonjour. Moi, c'est parce que, disons, quand j'étais jeune, j'avais à peu près 7 ans, là. Ben, c'est ça, à l'école, moi, disons que l'école, à ce moment-là, c'était pas comme aujourd'hui. On apprenait beaucoup. Quand même, on apprenait à écrire, tout ça. Mais il fallait que ça soit à leur façon, là. Tu sais, quelqu'un qui est gaucher ou quoi que ce soit, ben là, il se faisait taper ses doigts. Ou... Arrête donc! Il y avait des épais qui voulaient corriger l'écriture de la main gauche. Ah, puis toutes sortes de à coup de règle. À coup de règle, évidemment. C'est que les règles, il fallait les étudier. Je voulais tout étudier par cœur. Puis moi, chez moi, on avait une ferme, fait que je travaillais à partir de 6 heures le matin, rendu, je sais pas, moi, à midi, 1 heure après avoir mangé. Je dormais dans la classe. Fait que là, les parents, ils ont dit, ben là, on va y en donner moins à faire, mais il fallait quand même que ça se fasse, les travaux, là. Puis,
au gouvernement, là, c'est pareil. Regardez, eux autres, là, les sénateurs, ils disaient qu'ils dormaient. Mais il y en a d'autres qui dorment pas parce que on a des lois qui est quand même mieux que dans les autres pays, mais faudrait quasiment que le monde, ils peuvent parler aussi, qu'ils peuvent le dire, comme que vous faites, pour éclairer plus la lanterne des personnes, parce qu'il y en a qui souffrent beaucoup là, des prétentieux qui nous rabaissent. Là. Oui. Se faire rabaisser, ça, vous connaissez ça, Rita? Ben, c'est sûr, à partir de moi, à 7 ans, j'ai voulu me suicider. J'ai des séquelles de ça, disons, là. Je me suis pas suicidée, mais parce qu'au dernier moment, j'ai changé, là. Mais c'était une affaire que, disons, je voyais que ma vie, moi, c'était d'avoir des bébés, puis de produire pour le gouvernement, pour que le monde ait plus d'enfants encore à tuer dans les autres pays, là, probablement, là. C'est comme à Miami, les femmes noires, ils se sont révoltées à un moment donné, ils ont dit, là, on élève des petits pour la drogue, là, nous autres, là. C'était pour ça, moi, j'étais révoltée au bout, puis... Quel âge avez-vous, Rita? 54. 54 ans seulement? Je connais pas mal la politique aussi, parce que je me suis informée là-dessus, parce que c'est ça qui m'a comme voulu me suicider jeune, là. À présent, je veux plus rien savoir de me suicider, mais je vois que le monde y en arrache, là, les jeunes hommes, là. Vous avez pensé, vous êtes passé à autre chose. Vous aviez des pensées suicidaires, vous avez... Oui, qu'est-ce que c'est? J'ai réussi à passer par-dessus ça. Comment vous l'avez fait? Parce que j'avais des bons parents. J'avais une bonne mère qui était instruite, mais c'est pas mieux quand t'es trop instruit. T'as des bâtons dans les roues quand même. T'es bâtonné ailleurs, c'est pas pareil, là. Si t'es en bas, comme vous disiez aussi, vous, Madame Janine, que vous avez vu en Inde, là, les casques, là, c'est ça, c'est la même chose, là. On a ça ici, hein. Mais c'est pas identifié. Rita, je pense que vous avez raison. Vous avez très raison. On crée des casques. Je me demande si les humains ne créent pas des casques de façon naturelle, Pierre. T'es en classe de côté, tu lèves le nez dessus. C'est pareil, les casques, c'est la même affaire. Vous avez parfaitement raison. Oui, j'ai connu une femme handicapée mentale, là. Ben, c'est comme une prostituée aussi. C'est une prostituée. Quelle sorte d'handicap mental qu'elle avait? Disons qu'elle a été prostituée au bas âge, là. Non, mais quand elle est devenue handicapée mentale. Par après, elle avait besoin d'aide tout le temps. Est-ce quel genre d'handicap mental? Pardon? C'est une déficiente intellectuelle? Oui, parce qu'elle a jamais mangé. Vous savez... Comment ça se fait qu'on est rendu pudibond à ce point face à la déficience intellectuelle qui fait partie de l'espèce humaine? J'ai eu peur souvent, moi, d'avoir ça parce qu'elle me traitait de folle. Quand j'ai parti avec mon mari, il m'a dit, t'es folle, tu partiras pas. Ben là, ça m'a choqué, là. Vous êtes parti pareil? C'est pas comique. C'est la nature. Tu t'en vas où? La nature, ça a été créée par Dieu, elle n'est pas équitable. Dieu n'est pas juste. Quand que tu pars avec ton mari, d'après 20 ans que tu es ensemble, là, je sais pas si vous le savez, mais parce que moi, j'étais avec un handicapé physique en plus qui profitait peut-être de moi, mais moi, je profitais de lui aussi d'un sens parce que il m'aidait, parce que il m'encourageait, parce que il me disait que avant ça, il m'a jamais dit que j'étais folle, justement, il m'aidait beaucoup. C'est sûr qu'il me disait que j'étais folle parce qu'il voulait me garder avec lui. Ben oui. Hein? Qu'est-ce qu'il avait comme handicap physique? Il était en chaise roulante, il était dystrophie musculaire. Ça, c'est une autre affaire. Pourquoi que nous autres, au Québec, il y a tellement d'handicapés? Hein? C'est parce qu'ils ont envoyé toute la rapace de France, là, les prostituées puis tout ça, là, pour qu'on fasse du monde, là, avec ça, là. Je l'ai vu, moi, de mes propres yeux. Rita, vous êtes mauvaise langue. Là, vous êtes en train de blâmer la France, de nous avoir envoyé ses restants. Hey, puis moi, là, regardez bien, moi, là, je viens peut-être d'aristocrate de France. Regardez bien ça, là, va vous dire quelque chose. Mais vous savez, Rita, l'autre problème, vous avez raison en partie sur le plan génétique, et l'autre point, c'est les maudits mariages intrafamilial entre cousins. Ben, moi, la maudite consanguinité, il y a un paquet de monde. Il y a un paquet de pères qui engrossaient leurs filles. Il y avait beaucoup de mariages entre cousins. Bateau. C'est ça, moi, je suis issu de mariages entre cousins. Ben oui, j'y ai bien pensé.
mon grand-père, il était pas fou, hein. Il a été voir l'évêque, il a dit, Ben oui. comment tu veux, toi, pour que je marie Maxime, hein? Caroline. Combien tu veux? OK, puis à partir du moment où il a payé, il a pu se marier. Oui. Ah oui. Ah. Ben, parce que, écoutez bien, ma grand-mère, c'était pas n'importe qui, là. Ah, c'est important de le dire et de le redire, une Rita. bonne Vous femme. avez raison. Il faut pas se croiser entre cousins. Si vous voulez vous mettre entre cousins, j'ai pas de problème, mais faites pas de bébé. C'est parce que, regardez, nous, T'sais, elle a eu un... C'est mauvais sur le plan génétique à l'os. Ben, Parce c'est que ça. ça augmente les chances d'avoir des bébés infirmes avec toutes sortes, ou avec toutes sortes de maudites maladies rares, là, de Exact, mais il y a une fibrose kystique, de 56 bebelles. de sang, là, le consanguinité, le sang qui est Oui. pas trop pareil. Oui. Mais regardez bien, là, on n'était pas si pareil que ça, parce que mon grand-père, sa mère, c'était une Indienne. Puis les Indiennes, ils ont été rabaissés à votre goût. Ils ont été, eux autres, si tu mariais un blanc, t'étais plus indienne, t'avais plus de droit. Oui, vous avez raison là-dessus. Hey, le mépris au Québec, là, il y a de quoi faire une encyclopédie. Ah oui, écrire un livre. Tu sais, tout à l'heure, ce que Nancy nous racontait m'a beaucoup touché. Écoutez, être préposé aux bénéficiaires, c'est un travail extrêmement C'est ça que noble je au fais, moi, Québec. c'est Il y, a, ce que- il y a des femmes autour d'elle qui n'arrêtent pas de la mépriser On parce n'a pas le choix d'être préposé aux bénéficiaires. Vous savez, comment j'aurais des diplômes comme vous, là? Je me retrouverais, là, sur le BS ou quoi que ce soit. Avec rien, la plupart des femmes, ils n'ont rien au Québec. Ils n'ont même pas de BS. C'est trop pour eux autres, le BS. C'est trop. Ils peuvent pas recevoir de l'argent. Ils sont trop orgueilleuses pour aller demander du pain à quelqu'un. Vous savez, moi, j'étais élevée en campagne, alors à ce moment-là, on n'avait pas le choix d'aller demander à quelqu'un d'autre. Mais on avait... c'est pour ça qu'il est important, Rita, de se montrer généreux. Moi, j'ai travaillé, ça fait... Directement, vous savez, de se montrer généreux directement. Il y a des organismes communautaires et de faire la charité près de nous et non pas se fier sur les gugus du gouvernement ou les grands organismes pour répartir. Parce que vous avez raison, il y a beaucoup de monde qui sont nécessiteux et qui ne demanderont pas. Ouais. Par contre, dans les petites localités, dans les communautés, dans les paroisses, souvent, il y a des personnes, il y a des religieuses ou des bénévoles qui savent qui sont nécessiteux et qui ne le demandent pas. Ils font du repérage. Oui, du repérage. Puis en ce temps-là, on va leur donner un petit quelque chose, tu sais. Merci, Rita. Okay. Merci beaucoup. Bye. La prétention, le côté noir de la prétention peut engendrer le mépris, le dédain, la vanité. Alors, on parle de tout ça en long et en large depuis le début de l'émission. C'est la première fois qu'on parle de ça de façon si directe, chère Janine. C'était votre inspiration, ça. Parler de la prétention. Alors, on parle Alors, écoute, les gros titres, parce qu'on peut pas... Lorsqu'on nous sert, des individus font des débats et utilisent certains langages, je pense que c'est important de se pencher collectivement sur les mots, qu'est-ce qu'ils veulent dire, surtout je te disais la citation d'Isabelle Maréchal qui disait que les journalistes sont devenus prétentieux. Bon, écoute, elle veut dire quoi? Elle s'est fait attaquer. Elle s'est fait attaquer par des journalistes qui disaient qu'est-ce que tu fais en animation, en tout cas. Bon. Elle qui avait été une journaliste pure et dure, elle a changé de créneau. Alors c'est peut-être ça qu'elle voulait dire. Je sais pas. Mais je sais pas. L'accuse là, c'est une affirmation qu'elle fait, mais tout ça, les gros titres là, tout, les prétentieux. De quoi parle-t-on? Qu'est-ce qu'on veut dire? Parce que dans le cas de Mme Maréchal, on a parlé d'un glissement vers le populisme. Ok, elle est rendue populaire. OK? Alors, elle n'est plus dans l'élite. C'est peut-être ça qu'on lui a reproché. Elle dit que les journalistes sont prétentieux, finalement. Ben, elle dit les journalistes sont prétentieux envers le journalisme et la population. Oui. Fait que, on ne sait pas trop ce qu'elle veut dire, mais c'est quand même... Peu importe, même si on ne sait pas ce qu'elle veut dire, c'est important de s'interroger sur ces concepts-là. Alors, on parle à François. Bonjour, François. Bonjour, docteur. Bonjour, Madame Raff. Bonjour, François. Écoutez, je veux juste avoir une précision sur le sujet du jour. Évidemment, on comprend que par défaut, quand on parle de la tribu, là, le succès est douteux au Québec. Les gens qui sont prétentieux, qui le disent, qui rabaissent les autres en le faisant, ou encore plus tordu que ça, qui montent les autres contre cette personne-là, qui font des coups vicieux, finalement, c'est pas un signe de malaise, ça, de cette personne-là, dans le fin fond? Oui.
Est-ce que je me trompe de petit égo, oui, c'est une manifestation de petit égo. C'est une manifestation d'un complexe d'infériorité. Souvent, plus quelqu'un est vaniteux, plus cette personne-là se sent inférieure. D'où ce besoin-là de vouloir se revaloriser tout le temps, quitte à en devenir ridicule? Exactement. Exactement. Parce que des fois, ça frise le ridicule. Quand on parle avec ces gens-là, ça monte. Tu sais, on en a eu un, là. On a eu Lucien Bouchard au Québec. Je t'assure que la vanité, là, on peut s'interroger sur les attitudes de ce type-là. C'est pas évident. Maintenant, c'est difficile d'apposer une épithète sur quelqu'un. Tu sais, si on veut être honnête, là... Mais tu peux dessouffler comment un prétentieux? Comment tu le dessouffles? Comment tu le rends à sa vraie nature? C'est que lui, dans le cas de Lucien, il s'est dessoufflé lui-même. Parce que ce sont des gens il s'est exclu du pouvoir. C'est assez spécial, sa démarche à Lucien Bouchard. C'est tout de même des gens toxiques, ça, là. Ben, écoute, c'est un transfuge qui est devenu premier ministre, qui a démissionné de sa job, qui a couru, qui est un indépendantiste, qui a marié une Américaine. En tout cas, tu sais, ça fait une espèce de... À un moment donné, on essaie de comprendre la démarche de quelqu'un. Qu'est-ce que c'est ça? Mais vous savez, c'est quand quelque part, quand ces gens-là ne font que parler puis remplissent l'air avec des niaiseries, finalement, c'est pas si pire. Je vais faire du chemin sur les propos de l'auditeur, là, je pense que c'est Stéphane, son nom. Je suis d'accord avec lui à l'effet qu'il faut se tenir très loin de ces gens-là. Oui. Encore une fois, tu sais, je me répète, mais s'ils ne font que le dire, c'est pas tout à fait menaçant, mais quand on est confronté à des gens qui, en plus d'être méprisants à l'égard des autres, font des coups bas au lieu de tout simplement le dire, ben là, ça devient un environnement assez chargé, assez malsain, merci. Tu désamorces ça comment? Atteindre un prétentieux, comment tu fais pour... C'est quoi le point faible? C'est-à-dire, avant d'atteindre, d'abord localiser, simplement, comme disait Stéphane, d'abord de localiser, de spotter. Tu sais, se rendre compte. Tu sais, se rendre compte qu'un individu est un crosseur, c'est important, ça. Ça, c'est juste à force de se rendre compte qu'un individu est de mauvaise foi, se rendre compte qu'un individu est opportuniste, se rendre compte qu'un individu a une opinion absolument inflationnée de lui-même, se rendre compte que quelqu'un n'a pas un gros ego, il a un petit. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, là, c'est bien important, cette histoire-là. Un gros ego? Il y en a un petit. Mais quand tu t'aperçois que ce sont des enfants vaniteux, on a l'impression qu'un vaniteux... Tu élèves des enfants, là, puis tu te rends compte que dans l'eau, il y en a qui sont vaniteux. T'en as un ou une là, qui sont vaniteux. C'est des enfants prétentieux. Tu désamorces ça comment? Des enfants attends un petit peu, c'est embêtant. Ça se bâtit un prétentieux, sa petite fille qui est belle comme un cœur, puis qui a tendance à vouloir bien s'habiller, elle est vaniteuse. Non, si elle est simplement belle puis elle est coquette. Elle est fière. Elle est fière. Bon, mais c'est pas la même chose. Quelqu'un de prétentieux va rabaisser les autres. La coquetterie est souvent associée à la vanité. Bon. Alors que ça peut être souvent de la fierté. Je suis fière d'être une femme, je suis fière d'être une jolie petite fille, puis t'aimes ça être bien habillée. C'est pour ça que toute l'histoire des G-strings, là, ça m'a écœuré, ça, l'histoire des jeunes libéraux. Ça m'effoire, cette histoire-là. Ça m'inquiète, cette histoire-là. Mais Pierre, comment on devient... C'était pas sain. Que les jeunes libéraux se mettent le nez dans les bobettes des petites à l'école, c'est extrêmement malsain. Mais comment on devient un prétentieux pour revenir à notre sujet? Oui, comment on va prétentieux, ces ticasses-là, la gang de ticasses de jeunes libéraux qui ont parti au nom de l'hypersexualité des petites filles. Hey, de quoi ça se mêle, ces ticounes-là? Dans ce cas-là, ils ont la prétention de changer les... Et ça ressemble, je l'ai dit. Ça ressemble à la croisade de Gilberte Côté-Mercier. Ceux qui sont assez vieux se rappelleront, c'était Hébé Redland. Une espèce de sauter sur le crinque. Je ne sais pas si elle est morte ou si elle est encore vivante. Mais on se trompe-tu en disant, docteur, que quelqu'un de prétentieux, c'est finalement quelqu'un d'égoïste? Non, même pas. Même pas. C'est quelqu'un qui a un très petit moi. Écoutez, Gilberte Côté-Mercier, Samson, tout ça, c'était au nom de la moralité publique, de la moralité sociale. Les ticounes, là, des jeunes libéraux, quand ils parlent des G-strings, des petites, au nom de la moralité sociale. C'est dangereux, ce monde-là. On en retrouve beaucoup. C'est des jamais, c'est des bloqués, c'est des impuissants, c'est des pissettes molles, c'est des pitons collés. C'est dangereux, ce monde-là. Il y en a qui vont en politique, Pierre, expressément parce qu'ils ont la prétention de changer la société. De réprimer, de censurer, de d'écraser. Donc, à ce compte-là, qu'est-ce qu'on fait quand on y prie avec des gens comme ça dans un contexte de travail? Ben, d'abord les voir, mon ami.
les jeunes... Comment ça se fait que je suis le seul à hurler contre cette attitude-là des jeunes libéraux? C'est épouvantable, cette histoire-là. C'est scandaleux en 2005. Mais dans un contexte de travail... on réveillait quelques-uns. Allô, on shake la boutique. Mais dans un contexte de travail, docteur, quand on est avec des gens qui sont toxiques comme ça, des égoïstes, c'est quasiment des tyrans, dans le fond, ils ont toujours raison. Oui. C'est un dialogue à sens unique. Oui. Ah, écoutez, C'est qu'on fait? D'en prendre conscience, les dénoncer, leur dire en pleine face, une petite litanie du Lac-Saint-Jean, puis ensuite être prêt à perdre sa job. Ça vous éclaire? Tout à fait, absolument. Absolument. C'est malheureux dans Je vais l'appeler comme ça, ma litanie du Lac-Saint-Jean. C'est malheureux qu'il faut en venir à ça. C'est ça qui est exaspérant, parce qu'écoutez, comme je vous disais tantôt... Oui, mais écoutez, l'éducation populaire, c'est très moyen au Québec. Le succès est douteux, point à la ligne. Oui, le succès engendre la suspicion. C'est douteux. Oui. C'est malheureux parce que des fois, on regarde des gens qui ont des diplômes pour lesquels c'est même pas reconnu. Hey, c'est-tu écœurant, les riches, hein? C'est dégueulasse. La maudite race. Ben non, écoutez, ça en prend tout de même. Ça est tombé dans le panneau, là, François. Prétendre que ça prend des riches au Québec? Non, ben oui. Non, ça prend des pauvres. Après ça, il y en a un mot de paquet. On est une fabrique de pauvres au Québec. Ça, comment fabriquer des pauvres au Québec? Mais attendez, est-ce que vous dites pauvre d'impoche ou pauvre d'esprit? Ah, les deux. Non. C'est parce que la pauvreté, voyez-vous, permet l'agrégation d'une collectivité. Ça tient ensemble. Oui. Ça tient tout seul. Parce que c'est un élément de cohésion. À ce moment-là, on dirige le troupeau. On mène les brebis. La religion catholique aime beaucoup ça. Regardez qu'est-ce qui se passe au JMJ, là. Suivez ça. Le troupeau JMJ à Cologne avec Tiben. François, merci beaucoup. Oh, c'est pas fin, Magou, là. Merci, François. Bonne journée mondiale de la jeunesse, cher Pierre. Pardon? Pour votre verdeur. Bonne journée mondiale de la jeunesse. Bye.